Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Est-ce qu'il existe des moulages d'ectoplasme ? Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Avouez quand même que cette question est tout à fait intrigante et la réponse ne le sera pas moins, autant vous le dire tout de suite. Nous ouvrons ce second volet ce soir sur Sud Radio consacré au bulletin de l'Institut Métapsychique International, le bulletin numéro 4 qui vient donc de paraître. Et nous l'ouvrons ce dossier avec Renaud Évrard. Comme la semaine dernière, nous avons parlé de la Villa Carmen. Et bien ce soir, nous parlerons d'ectoplasme et de moulage d'ectoplasme. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Renaud Évrard, est-ce que vous avez vu ces moulages d'ectoplasme ? Oui, je les ai tenus entre les mains. J'ai aussi pu les voir lors d'une présentation. Vous savez, il y avait dans un musée la photographie et l'occulte, et ils avaient pu récupérer des moulages ectoplasmiques qui sont baladés à Berlin, à New York. Les moulages de Ligny ont été montrés dans des musées, oui. Ouais, ça doit être impressionnant, non, comme sensation d'avoir, hormis le fait que, bon, on va en parler scientifiquement si c'est valable ou pas, mais d'avoir ces objets témoins d'une période comme ça qui s'est passée. Oui, c'est un peu comme l'archéologue qui retrouve des choses dans des tombes ou dans des choses comme ça, dans des pyramides. Ça fait un étrange, une machine à remonter le temps un peu. Oui. Cette sensation-là, quoi. Je veux bien vous croire. Alors, avant de passer à ce dossier et d'y rentrer de plein pied, un petit détail pratique, comment se procurer le bulletin de l'IMI ? C'est simple, il faut aller sur le site internet de l'IMI, il y a la photo du dernier bulletin, le numéro 4, vous cliquez dessus, puis vous allez atterrir sur une page, vous pouvez lire le sommaire, vous pouvez les commander en ligne pour 5 € plus les frais d'envoi. Bon, voilà. Très bien. Alors, pour une prochaine émission, avant de retrouver notre dossier sur ces ectoplasmes, je recherche des témoignages si vous avez vécu des phénomènes d'apparition. Appelez-moi au 0826 300 300, laissez-moi vos coordonnées dans la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange, 0826 300 300. Vous pouvez également m'envoyer un email à cette adresse étrange@sudradio.fr. D'ailleurs, nous lirons un petit peu le courrier avec Renaud Évrard tout à l'heure en fin d'émission, notamment une lettre, très gentille lettre d'une auditrice à qui je transmets mes amitiés, les amitiés de toute l'équipe des Aventuriers de l'étrange. Une auditrice qui nous écrit du Colorado, du fin fond du Colorado, nous a-t-elle dit, mon cher Renaud. Vous connaissez cet état, le Colorado ? Enfin, y êtes-vous allé ? Ah, mais j'ai pas beaucoup d'amis là-bas, non, ça va. Eh bien, écoutez, nous en avons une maintenant. Bon, très bien. Une auditrice tout à fait fidèle. Allez, c'est parti pour le dossier des ectoplasmes et plus précisément des moulages d'ectoplasmes. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Évrard, du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange. Second et dernier volet concernant ce bulletin de l'Institut Métapsychique qui est paru il n'y a pas longtemps, que vous pouvez vous procurer en allant sur le site internet de l'IMI. Alors, Renaud Évrard, première question, définition d'un ectoplasme. D'abord, qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? L'ectoplasme, c'est une matérialisation d'une substance, d'une substance qui peut être d'une forme gazeuse, liquide, solide. Plus souvent, c'est une sorte de nuage vaporeux à partir d'une personne humaine qui peut se balader dans une pièce, qui peut apparaître, disparaître dans une forme assez transitoire, qui peut prendre des formes de visages, d'animaux, de mains, des choses comme ça, volantes. Donc c'est un peu quelque chose dont on imagine que c'est le fantôme, en fait. C'est un peu la représentation qu'on aurait du fantôme. Mmh. Est-ce que c'est un phénomène courant ? Courant, non. Il n'a jamais été vraiment courant, j'ai l'impression. Ça a toujours été un phénomène rare, intriguant, produit dans des milieux spirites, qui avaient une forte croyance
justement en la réalité de l'âme et en la réalité des fantômes, et la possibilité justement de les prouver, de les voir, de les voir se matérialiser. Et donc il y a des cercles spirites un peu partout sur la planète qui disent encore produire des ectoplasmes, mais dans des conditions difficiles à assurer. Et au début du XXe siècle, ou même au fin du XIXe, il y avait un peu plus de gens qui se prêtaient un peu plus aux expériences scientifiques, quoi. Alors, Renaud Évrard, à quoi ressemblent les moulages qui sont à l'Institut Métapsychique International? Combien sont-ils? Décrivez-nous un petit peu tout cela. Alors, les moulages qui sont à l'IMI sont issus d'expériences qui ont lieu dans les années 1920. C'est des moulages de 12 à 14 cm de mains. Il y a 7 mains, il y a un pied et un menton. Alors, il faut savoir, le menton a une taille adulte, enfin c'est un bas de visage, comme si on avait trempé le bas de visage dans la cire, dans la paraffine. Oui, on voit une partie des lèvres, de la bouche ou pas? Oui, ou... c'est ça, le bas des lèvres en fait, plus le menton. Ouais. Le pied, les mains, mais qui ont des particularités, c'est-à-dire que ils sont de taille enfant en fait. Mais ça a l'air d'être des membres d'adultes. Il y a plusieurs indices que des médecins ont pu analyser qui apparaissent sur des mains plus vieilles, quoi. C'est les rides d'adultes. Et en fait, là, on a des membres de taille enfant et qui ont les caractéristiques de membres adultes, quoi. Il y en a combien en tout? Donc, il y en a 9 pour ceux qui ont été faits à l'IMI, mais il y en a d'autres qui ont été faits ailleurs. Camille Flammarion, qui est un des expérimentateurs, a réussi à les reproduire. On peut les trouver dans le musée de l'Observatoire de Juvisy, qu'il avait fondé. Il y en a d'autres qui ont été produits en Pologne. Et ça date d'il y a très longtemps, finalement, parce que les premiers moulages produits en milieu spirit datent de 1875 et 1876. Il y en a eu à Manchester, à Boston, avec 5-6 médiums différents expérimentateurs. Mais là, on va s'intéresser peut-être à ceux qui sont faits en France, à Paris, pour être un peu chauvin, et puis aussi dans des conditions quand même les plus rigoureuses possibles. Oui. Juste pour finir ce tour d'horizon des moulages qui existent tout autour de la planète, vous en avez cité plusieurs. C'est toujours des mains, ou il y a d'autres parties comme ça de bouts de fantômes qui sont apparus? Non, c'est quand même fréquemment les mains, mais avec des particularités qu'on retrouve. C'est pas toujours les mêmes. Il y a par exemple comme particularité, il peut avoir des doigts, un doigt en plus ou un doigt manquant qui reflétait en fait l'histoire personnelle du médium. Ouais. Il y avait par exemple une sœur qui manquait un doigt. Puis bon, ils ont certaines particularités. Généralement, ils ressemblent pas à la main du médium en fait, donc ils sont assez spéciaux. Ils ont chacun leur petite histoire. Ouais. Voilà quoi. Alors, nous allons parler donc de ces moulages qui ont été réalisés dans le cadre de l'Institut Métapsychique International. La période historique, c'est de quand à quand? Alors, les moulages de l'IMI, c'est novembre et décembre 1920. Et puis ensuite, après, c'est depuis lors, c'est la controverse, quoi, en fait. Ouais. Mais à l'époque, ça a été assez connu, c'est-à-dire que c'était même publié dans Scientific American. Donc le public était au courant qu'il y avait des expériences, qu'il y avait eu des résultats, et donc c'était quelque chose d'assez connu, oui. Alors, soyons bien clairs, pour obtenir ou pour essayer d'obtenir un ectoplasme, une production d'ectoplasme, il faut absolument un médium, c'est ça? Oui, en fait, bon, c'est les métapsychistes qui sont là-dessus, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu d'ectoplasme produit en l'absence de médium, sinon on appelle ça plutôt une apparition à la limite. Ouais. Mais là, donc, on a eu besoin de quelques médiums, et il y en avait très peu qui arrivaient à faire ça. Il y a eu Palladino, mais dans des conditions un peu troubles. Et puis, il y avait une sorte de foyer en Pologne, une sorte de... La Pologne n'avait pas perdu finalement ce raccord avec des pratiques magiques, avec des croyances plus traditionnelles. Et il y a eu là-bas plusieurs grands médiums
puis il y avait même une étude de ces médiums qui était faite par la Société polonaise de recherche psychique, une antenne de la SPR anglaise, et il y avait des très grands scientifiques là-bas, Horowitz, qui est un des pères de la psychologie polonaise, plusieurs grands chercheurs, et qui étaient en contact avec l'IMI, qui avait déjà des correspondants internationaux pour leur dire, voilà, il se passe quelque chose ici, nous avons un très bon médium, et les médiums voyageaient d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, et tous les chercheurs de tous les pays pouvaient les voir, quoi. Pouvaient les tester. Donc il y avait vraiment, si on peut résumer un petit peu la situation ainsi, il y a des médiums dont la spécialité est par exemple d'entrer en contact avec peut-être des personnes décédées, d'autres qui peuvent générer d'autres phénomènes, je sais pas moi, la psychokinèse, quelque chose comme ça, et d'autres médiums dont la spécialité entre guillemets serait de produire de l'ectoplasme, c'est ça? En fait, on focalise un peu là-dessus, mais c'est pas. Je sais pas si on peut parler d'une spécialité, parce que par exemple, Kluski, qui a justement fait ces moulages, on a très peu intéressé, mais il a aussi pu influencer des boussoles. C'est un des premiers à avoir fait le show à la Uri Geller, devant plusieurs scientifiques. Et puis ces premiers phénomènes que lui-même avait du mal à dire c'est moi qui l'ai fait, c'est des phénomènes lumineux qui apparaissent autour de lui. C'est pas tellement des ectoplasmes, mais des lumières, des flashs autour de lui. C'est déjà des matérialisations de type physique quand même. Donc c'est vrai que ça reste, on les appelle médiums à effet physique en général. Renaud Evrard, une première pause et nous allons entrer cette fois-ci de plein pied dans ce qui s'est passé en 1920 à l'Institut Métapsychique International. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les moulages d'ectoplasme avec Renaud Evrard, tout ça dans le cadre des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. C'est le second et dernier volet consacré au nouveau bulletin numéro 4 qui vient de sortir, d'être publié par l'Institut Métapsychique International, où il y a un dossier très très intéressant là-dessus derrière. Du reste, nous en parlons donc avec Renaud Evrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International. Renaud Evrard, est-ce qu'il y a eu plusieurs médiums qui ont, à l'IMI, produit ce type d'ectoplasme? Replongeons-nous dans le contexte des années 20. Oui, alors d'abord, je vais dire que c'est pas moi qui ai fait ce dossier, c'est un étudiant en art qui s'appelle Eric Rodriguez. Ouais. Moi, je suis pas vraiment spécialiste de cette chose-là, donc pour les puristes, je préfère prévenir. Et donc, oui, il y a eu plusieurs médiums. On va s'intéresser à la vague polonaise de Kluski, qui est de son vrai nom Théophile Maciejewski, mais bon, on va dire Kluski, oui. Et Jean Guzik. Ces deux médiums ont été beaucoup étudiés des années 20 aux années à peu près 24-25. Ils ont vécu plus longtemps, c'est-à-dire que Kluski ensuite est revenu en Pologne et a été étudié encore pendant 340 expériences, publiées et tout ça. Il y en a eu d'autres par la suite qui ont pu être comme Rudi Schneider, on en parlait un tout petit peu la dernière fois, qui avait participé à des expériences où là il n'y avait pas de choses visibles. D'ailleurs, c'est rare qu'on voit vraiment quelque chose de visible, mais il y avait des interactions avec une zone avec des infrarouges, où en fait dès que quelque chose rentrait dans cette zone, il y avait une alarme et une photo qui était prise automatiquement, et on a vu que le médium à distance arrivait à activer cela, quoi. Donc ça c'était Rudi Schneider, et ensuite ça s'est perdu, c'est-à-dire au partir des années 30-35, des expériences de Rudi Schneider présentées à l'Académie des sciences, et puis ensuite la plupart des expérimentateurs meurent, c'est également le cas de certains médiums, ou alors qui trouvent d'autres activités, qui perdent leur capacité, et après la Seconde Guerre mondiale, ça a quasiment totalement disparu en fait. Voilà. Ouais. Plus rien, vraiment. Ou alors les scientifiques s'y sont moins intéressés, avaient moins de moyens, ou les deux. En termes d'ectoplasme, c'est plus, on retrouve plus ça. Mais on retrouve des autres médiums à effet physique, mais on dirait des effets peut-être différents, pas forcément plus faibles, mais Jean-Pierre Girard, Uri Geller ont pu être aussi testés à l'IMI. C'est des expériences qui ont pu être faites. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer, c'est des histoires quand même. À chaque fois, ces médiums, on peut leur faire une biographie, et d'ailleurs les biographies leur sont consacrées. On prend l'exemple de Franek Kluski. Quand il était enfant, il avait déjà un fantôme qu'il appelait la taupe,
et qui se manifestait de façon pas du tout imaginaire pour le coup, que les autres personnes, ses amis, sa famille, sa nourrice ont pu voir. Il avait beaucoup de visions, de choses comme ça. C'était déjà quelqu'un d'assez touché par ça. Après, ça lui est passé quand il est devenu adulte. Pendant 20 ans, on n'en a pas entendu parler. Il a eu un accident assez bizarre où il a fait un duel et il s'est fait tirer une balle. On dit dans le cœur, mais en fait c'est qui lui a traversé le corps, qui a été fiché plutôt dans ses côtes. On l'a retrouvé par rayon X et on lui a donné pour mort et puis hop il se relève, aucune séquelle. Bon, c'était et puis c'est étonnant, oui, c'est amusant, c'est des petites choses comme ça qui font un peu partie de sa légende aussi. C'est difficile parfois à vérifier. Et puis pour Franek Kluski, bon, il vivait à Varsovie. Il y avait Jean Guzik qui était donc un médium professionnel qui lui parti de milieux où il avait tenté de travailler normalement comme tout le monde, puis finalement il s'est dit qu'il faisait médium professionnel en utilisant ses talents. Et un jour où il fait une séance où ça marche pas très bien, il part très très vite et tout le public qui est un peu insatisfait, il se demande si quelqu'un ne pourrait pas faire quelque chose. Et là, Franek Kluski qui assistait commence à avoir des lumières qui émergent autour de lui et il se fâche avec tous ses amis qui lui disent mais c'est toi qui as produit cela, et puis finalement il arrive à le refaire et c'est là qu'il est détecté, testé et emmené, invité à Paris par Gustave Gellé. C'est aussi une période trouble pour la Pologne. Au niveau social, la Pologne était éclatée, partagée avec l'Autriche, la Russie, et là en 1918 elle devient réunifiée, donc il y a une identité polonaise, une sorte de foyer qui se manifeste. Et Kluski arrive à Paris pour plusieurs mois où il va être testé. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire aussi. Il se prête à toutes les conditions des expérimentateurs. Il n'est pas du tout il n'a jamais été pris en flagrant délit de fraude. Il avait même une attitude assez drôle par rapport à la plupart des autres médiums, c'est-à-dire que on le mettait sur une chaise. On lui tenait les deux mains, les deux contrôleurs de chaque côté, et on collait les pieds contre ses pieds pour voir s'il ne bougeait pas les jambes, et il ne bougeait pas. C'était quelqu'un qui faisait ces phénomènes dans un état de léthargie. Il bougeait quasiment jamais, quoi. Et quand il bougeait, c'était pas au moment où il y avait les phénomènes. Donc ça, c'était pour les expérimentateurs, c'était un régal, quoi. Et à Paris, dans le laboratoire financé par l'IMI, c'était une petite pièce dont on a les dimensions. Il n'y avait pas de fenêtre. Il y avait 2 portes qui étaient fermées à clé. Et il y avait un petit cabinet qui n'était pas utilisé vu que le médium se mettait devant, qui pouvait faire ça en pleine lumière. Et c'était vraiment l'idéal, quoi. Vraiment. Le rêve pour les scientifiques. Ah oui, c'était le rêve, vraiment. Et puis, c'est pas n'importe quel scientifique non plus qui sont venus. C'est bon. C'est certes des partisans de la métapsychique, mais Charles Richet qui était prix Nobel, il y a eu Camille Flammarion, il y a eu le comte Adair de Gramont qui était membre de l'Académie des sciences. Gellé était un très bon médecin. Premier de sa promo, si vous voulez, un peu. Donc c'était pas n'importe qui non plus. Et ils ont pu faire plusieurs séances sur plusieurs journées. Ils n'ont jamais eu de fraude. Ils ont eu 2 séances où il ne s'est rien passé. Je comptais à peu près 6 séances. Ils en ont fait 14. Et d'autres séances où il y avait 1 ou 2 moulages qui apparaissaient de mains ou de pieds ou de menton. Oui, ce qui est déjà énorme quand même. Franek Kluski, est-ce que, pour en revenir un petit peu à ce personnage, est-ce que c'était quelqu'un de plutôt humble, de haut en couleur? Est-ce qu'il n'avait pas non plus, sous-jacent à tout ça, une sorte de vous savez, comme un athlète qui se rend pour représenter son pays au niveau international, qui se rend à une grande compétition, les JO par exemple, et qui a cette espèce de moteur comme ça, de porter le plus haut possible les couleurs de son pays. Est-ce qu'il n'y avait pas ça non plus? Non, il est vraiment très très spécial parce que c'était quelqu'un d'une discrétion, d'une modestie par rapport à ses talents. Il voulait vraiment éviter la publicité. Aucune forme de compensation n'était acceptée, ni monétaire ni autre chose. Bon, il était hébergé, mais voilà, c'était juste normal. Il coopérait mais entièrement. Sans bouger, comme je vous ai dit, c'est quand même quelqu'un d'assez idéal comme sujet en fait. Ah oui. Et puis surtout, il avait des particularités bien à lui, c'est-à-dire que on a parlé de son enfance un peu avec déjà des visions, mais quand il faisait ses séances, il ressentait parfois des douleurs, il y avait des répercussions psychosomatiques qui pouvaient aller jusque
par exemple avoir des saignements après, comme des stigmates, si vous voulez. Donc il y avait peut-être quelque chose chez lui du mystique, d'une mission qu'il se donnait, mais il avait une soif intense. Il buvait des litres d'eau après les séances. Mais en même temps, voilà, il a jamais eu un discours. Bon, il avait un discours spirit. Il parlait d'entité, mais il n'a jamais été très très loin là-dedans. Il n'avait jamais de revendications exagérées, quoi. Et alors, soyons bien d'accord là-dessus. Durant toute sa carrière, il n'a jamais été surpris en fraude. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant à ses capacités ou ce qu'il a produit. Oui, ça c'est. Parce que c'est important quand même pour la suite. C'est important, mais on va y revenir, hein, parce que est-ce qu'on lui a laissé aussi parfois la possibilité de faire des fraudes. Il y a d'autres médiums, l'autre étudié par lui qui était Jean Guizic, lui était un peu plus délicat, c'est-à-dire d'autres expérimentateurs n'avaient pas vraiment été convaincus, comme Harry Price de Londres qui disait que c'était le plus habile faussaire qu'il avait jamais vu, mais ça n'empêche pas qu'après il faut visualiser, analyser les conditions de chaque expérience et à l'IMI ils essayaient de faire le mieux possible en fait. Alors, si vous voulez bien, on va parler des expériences. Cette fois-ci, rentrer de plein pied dans un type d'expérience réalisée avec Franek Kluski. On commence par lui ? Oui. Alors, racontez-nous le protocole expérimental mis en place pour ces 14 expériences. Je suppose que le protocole était le même ou il a évolué un petit peu au fur et à mesure des expériences ? Il a un petit peu évolué sur la fin, avec l'ajout de quelques contrôles assez subtils, un contrôle avec des colorants et un autre contrôle avec du cholestérol. Mais je vais expliquer qu'est-ce que c'est, comment on fait un moulage ectoplasmique. C'est très simple. N'importe qui peut essayer d'en faire un chez lui. Oui, enfin, à condition d'avoir un ectoplasme à disposition. Oui. Bon, on peut en tout cas faire des moulages de mains, de membres assez facilement avec la paraffine. La paraffine, c'est la cire de bougie. On s'est déjà tous amusés à tremper les doigts dans la cire chaude et à voir que ça colle à la peau, que ça fait une sorte de pellicule, une sorte de même aller jusqu'à un gant. Bon, ça brûle un petit peu. Ah, ça brûle quand même. Oui, c'est chaud quand même. Bon, et ensuite on peut mettre ça par exemple faire sécher à l'air, ça prend 20 minutes, ou alors mettre ça dans un baquet d'eau froide, et donc après ça nous forme un gant, et dans ce gant on peut couler du plâtre de telle manière à avoir les moulages dont on parle. Là, dans l'expérience de Guélé, il n'y a pas d'eau froide. C'est un aspect très étonnant, c'est-à-dire que tout se passe en 2 minutes, quoi. C'est-à-dire normalement, même le plus rapidement possible, le temps que ça se forme et que ça sèche, ça met 8 minutes avec le baquet d'eau froide, alors ici il n'y a pas. Ici on a un baquet qui a 60 cm du médium dont les mains sont tenues, les jambes sont tenues. Alors d'abord, attendez. Oui. On va faire le tour. Donc, une pièce avec 2 portes pour que, voilà, je visualise bien. De 9 mètres de long avec 5 mètres de large. Il y a un schéma sur le site IMI, il y a un article de Mario Varvoglis qui le représente. Les portes sont à une extrémité de la pièce, elles sont fermées à clé. Et de l'autre extrémité, il y a un cabinet dont normalement le médium se cache derrière le cabinet, mais dans ce cas-là, Kluski se mettait devant le cabinet, avec un contrôleur à sa gauche, un contrôleur à sa droite. Généralement, Guélé était toujours contrôleur, et après l'autre, c'était Richer ou Flammarion, enfin ça changeait. Et en face de lui, encore 4 chaises avec 4 autres personnes assez renommées qui observaient, quoi. Et donc ils étaient dans une lumière qui était variable, c'est-à-dire que ils vérifiaient la pièce en pleine lumière avant et après. Des moments, ils tentaient de faire les séances avec toute la lumière, mais ils pouvaient également baisser et diminuer la lumière pour favoriser le phénomène. Donc c'était des lumières de bougies, ça pouvait aller de 1 à 50 bougies en fait. Et ils voyaient très bien les silhouettes des personnes. Donc c'est quand même une obscurité, on peut dire. Hein. Oui, d'accord. Donc, Franek Kluski est assis sur une chaise. Il a les 2 mains, enfin une main tenue de chaque côté par un contrôleur. Lequel contrôleur lui tient le pied également. Donc, colle son pied contre le sien en fait. Enfin, voilà. D'accord. Donc, il fait aussi l'objet d'un examen médical avant et après. Alors, c'est un problème. Il n'y a pas eu de fouille systématique de Kluski. Il faut savoir qu'il portait toujours des vêtements moulants, selon Guélé, en fait. Hein. Donc, c'est important parce qu'une des hypothèses, c'est qu'il ait pu faire des moulages ailleurs et les ramener dans la séance. Guélé, qui était son docteur, finalement, profitait des examens médicaux pour fouiller s'il n'y avait vraiment pas de choses qu'il pouvait porter aussi, quoi. D'accord.
Alors, donc, le voilà assis, la pénombre, des bougies qui éclairent ça. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, le bac de paraffine donc fondu, hein, à 60 cm devant lui, j'imagine. Oui. Devant le médium, donc devant Franek Kluski. Et ensuite, alors comment ça se passe? Que fait Franek Kluski? Dans quel état se met-il? Et qu'est-ce que les observateurs observent précisément? Franek Kluski, il est même pas quasiment en transe. Je vous dis qu'il est un peu en léthargie, mais il est encore conscient, il est là, et les séances elles vont durer jusqu'à 3 heures, avec des pauses toutes les demi-heures de 10 minutes environ. Et puis bon, il peut ne rien se passer, hein, c'est faisable aussi. Mais ce qui va se passer dans les phénomènes que vont apporter les expérimentateurs, ça va être l'impression de voir apparaître des choses, des visages, des mains, des choses comme ça, puis d'être touché vraiment au moment où on voit la chose arriver sur nous, d'avoir vu la même chose. Les expérimentateurs diront avoir vu le même visage ou le même. Donc il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Il y a une odeur d'ozone qui arrive. Et là, l'odeur d'ozone, c'est le signe, le symptôme du début de l'ectoplasme vraiment. Et l'ectoplasme va soi-disant plonger ses mains dans ce bac d'eau chaude et recouvert où surnage une couche de paraffine, et ensuite va plonger une fois les mains, va les ressortir, et va ensuite, en 2 minutes, ça sèche à l'air libre, ce qui est quand même pas normal en soi. Et ensuite, le gant de paraffine est déposé soit sur les genoux des expérimentateurs, soit quelque part dans la salle, en fait. Alors attendez, parce que là c'est Ghostbuster que vous êtes en train de nous raconter là. Le Franek Kluski produit un ectoplasme. Donc ça sort d'où d'ailleurs cet ectoplasme, cette espèce de matière blanche comme ça Dans l'obscurité, on a du mal à voir, mais les phénomènes se situent surtout autour de la tête de Franek, en fait. D'accord. C'est comme si, oui, c'est un peu, faut imaginer une sorte d'aura autour de sa tête, quoi, où se produisent les choses. Mais ça émerge à partir de là, et puis après, ça peut voyager et toucher les expérimentateurs qui sont à 3 mètres, quoi, de façon inaccessible, qui se sentent touchés par des mains de façon très câline ou des choses comme ça, quoi. Ah oui, des mains qui se baladent en l'air comme ça. Ils entendent aussi des bruits d'animaux, il y a des animaux qui peuvent apparaître. C'était assez varié, hein, quand même, ce qu'il arrivait à faire. Ouais. Mais les moulages sont intéressants dans le sens où ils sont encore là, c'est une preuve, une sorte de matérialité de la chose, et c'était ce que visait Gustave Gellé qui a organisé tout ça, d'avoir des objets paranormaux permanents. Oui. Alors, donc, Franek Kluski produisait un ectoplasme. Donc des mains venaient flotter. Alors est-ce que ces mains étaient visibles par tous ou il les sentait? Ça n'était pas visible, mais il le sentait. Bon, c'était pas tout le temps visible par tout le monde. D'accord. Tout le monde ne sentait pas tout le temps en même temps. Ouais. Quand les mains se mettaient dans la paraffine, dans le bac, on savait parce qu'il y avait l'ozone et parce qu'il y avait aussi le bruit de l'eau, enfin comme ça a barboté en fait. Ouais, d'accord. Alors l'ectoplasme donc, Franek Kluski dirigeait son ectoplasme, si je puis dire, parce qu'ils ont dû lui poser la question. Enfin en tout cas l'ectoplasme plongeait sa main dans le bac de paraffine. Ressortait cette main ectoplasmique donc de la paraffine avec de la paraffine collée tout autour, évidemment. Donc ça veut dire déjà que l'ectoplasme avait une certaine matérialité. C'est ça. Sinon la paraffine se serait pas collée, enfin ce serait pas mis en volume. Et ensuite, en 2 minutes, cette paraffine, alors qu'il en faut 8 d'habitude. On va revenir sur tout ça pour décortiquer tout ça. Sèche. Donc l'ectoplasme, parce que si nous on procède à ce genre d'exercice, on a le poignet qui est moins large que la paume de la main quand même. Donc si on veut sortir le gant de paraffine, on va le déchirer, on va l'esquinter. Oui, c'est que sortir son gant comme ça, c'est la dématérialisation en fait. Voilà. Matérialisation et dématérialisation. C'est ça un peu l'idée de l'ectoplasme. C'est pas quelque chose qui va être permanent, c'est quelque chose qui peut se rétracter en fait. Voilà. Donc il se dématérialise pour laisser ce gant intact, sans déchirure ni rien. Et ensuite, alors l'ectoplasme réintègre le corps de Franek Kluski. Ça dépend du médium, mais on sait pas. Dans lui, il me semble pas en fait. Il me semble que ça disparaît simplement. Ouais. Personne n'a eu envie de serrer la main, de toucher, de le prendre, de l'empoigner, cet ectoplasme, enfin ce quelque chose qui flottait. J'imagine que si, mais en fait
c'est assez difficile. Vous imaginez, vous êtes dans le noir et vous avez quelque chose qui vous touche la joue. Le temps de vous retourner, vous l'avez peut-être pas encore devant vous, quoi. Donc non, il n'y a pas de. Enfin, comme je vous dis, je connais pas exactement tous les témoignages des personnes sur les phénomènes qui ne sont pas les moulages, mais il ne me semble pas y avoir eu de contact de silhouette entière d'être humain, par exemple. Non, j'avais l'impression d'avoir une silhouette entière, mais il faut comprendre qu'il y a des degrés dans la visibilité, et il peut y avoir des séances, mais pas dans le cas de Kluski, mais où des personnes vont voir déjà le fantôme alors que d'autres ne le voient pas encore, quoi. D'accord, très bien. C'est à la fois subjectif et objectif. Oui, c'est ça qui est intéressant. Une pause, Renaud Evrard, dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et on se retrouve pour continuer à entrer dans le détail de ces expériences qui ont été réalisées à l'Institut Métapsychique International et qui ont donné des moulages qui sont encore visibles, que l'on peut toucher. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Evrard, du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, est mon invité ce soir pour le second et dernier volet consacré au bulletin numéro 4 que l'Institut Métapsychique International vient de publier, avec plein de dossiers, un dossier sur la Villa Carmen dont on a parlé ensemble, Renaud, la semaine dernière. Là, nous parlons du dossier concernant les ectoplasmes, qui a été écrit par un des étudiants qui appartient à l'Institut Métapsychique International. Renaud, nous sommes donc dans les années 20, enfin en 1920 exactement. Franek Kluski donc participe à 14 expériences en tout. Vous nous avez décrit le lieu, le mode d'expérimentation. En termes de contrôle, c'était quand même assez costaud, même très costaud. Et là, Franek Kluski donc produit un ectoplasme qui va plonger sa main dans la paraffine. Qu'est-ce qui se passe après? Que deviennent ces gants? Où est-ce qu'ils sont posés? Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, ces gants, il faut savoir qu'ils sont extrêmement fins. Ils sont de l'ordre du millimètre, de l'inférieur au millimètre. C'est très important, c'est un détail qui va jouer beaucoup, parce que vous pouvez reproduire, vous, des moulages comme ça, mais pour que ce soit solide et pour que vous réussissiez à enlever vos mains, il faut que ça fasse quelques millimètres, il faut que vous plongez plusieurs fois vos mains dans la paraffine. Je vous le dis parce que d'autres l'ont fait et parce que l'étudiant qui a fait ce dossier est un étudiant en art, il a reproduit des moulages et il nous a envoyé des photos. Ils sont effectivement, c'est faisable. Mais là, les gants sont très fins. Ils sont des fois dans des positions assez ambiguës. C'est pas juste des mains droites, c'est des mains qui se ferment avec un doigt qui ressort, des choses comme ça. Parfois c'est deux mains. Donc c'est-à-dire que si le médium a fraudé, a réussi à libérer sa main, et il a dû plonger les deux mains, donc il a dû tromper deux personnes plus le contrôleur. Et aussi, quand c'est un pied, il a dû sortir son pied et réussir à le mettre dans le bac. Faut quand même pas, j'allais dire. Il faut envisager, parce que ça voudrait dire que soit il a fait ça à la barbe de tous ses contrôleurs, c'est un génie, soit tous ses contrôleurs mentent, et là c'est tous des faussaires. On va peut-être pas, aller dans ces extrémités. On va rester entre gens corrects et un petit peu intelligents, et éviter de tomber dans des travers un peu caricaturaux finalement, parce que il y avait des contrôleurs à chaque main, à chaque pied, qui puissent sortir une main. Déjà, ça paraît complètement improbable pour la plonger dans la paraffine. Les prestidigitateurs sont très doués pour sortir des mains. Par exemple, on a demandé pourquoi vous n'avez pas mis des liens. Guélet se justifie, c'est-à-dire que lui, il pense que lier le médium à sa chaise, c'est quelque chose d'assez négatif pour lui, alors que on a déjà vu des prestidigitateurs qui enlevaient les menottes ou les liens, qui se faisaient de tout. Il n'y a pas de raison. Là, on a des expérimentateurs qui sont avisés et qui disent fréquemment: je tiens la main gauche, je tiens la main droite, et ils tiennent pas le poignet, ils tiennent la main. Vraiment. Ils sont dans une autre situation, mais ils vont plus être trompés. À des moments, la vigilance, au bout de quelques heures, ça peut partir. Donc il faut pas jeter forcément tout ça, mais il faut envisager toutes les hypothèses. C'est un peu ce qu'on a fait après coup. Alors d'accord. Donc la main plonge, cette main ectoplasmique donc plonge dans la paraffine, ressort. Où était retrouvé ce gant de paraffine? Alors, il était souvent déposé sur les genoux d'un des contrôleurs, parfois à distance même
médium. Et alors ça c'est ambigu, hein, ça laisse une ambiguïté parce que se dire mais une des hypothèses ce serait que les gants ont été amenés de l'extérieur. Donc du coup, vous avez un assistant qui sort un gant, j'en ai un sur moi. Voilà, ça peut être étrange aussi. Et il y en a d'autres qui arrivaient sur le sol. Et là aussi, une ambiguïté. Ils arrivaient sur le sol à proximité. Ils étaient déposés, matérialisés, ils tombaient doucement sans se casser. Et là, pourquoi sur le sol? Une des autres hypothèses, c'est que c'est le médium lui-même qui a réussi à y ramener ses gants. Je ne sais pas comment il aurait fait pour pas les briser en les portant sur lui-même. Mais bon, parce que 1 millimètre de la paraffine, c'est extrêmement fragile. Ça a été envisagé. Un chercheur a dit, il a pu mettre du coton à l'intérieur, puis réussir à le sortir, puis ensuite réussir à enlever le coton. On tient dans l'absurde, mais en faisant un scénario absurde, c'est-à-dire il les avait sur lui, il les avait par exemple au niveau de sa jambe, et puis hop, il les sortait comme ça, et c'est pour ça qu'il serait retrouvé par terre. Il s'est trouvé quelqu'un pour dire ça. Chaque élément peut faire l'objet d'une interprétation plus ou moins absurde. Mais c'est un peu ça l'histoire, la preuve historique. On s'amuse. oui, bon, d'accord. Alors, donc, ces gants se retrouvaient donc parce que soit sur les genoux d'un des contrôleurs, soit par terre. Et après, Franek Luski retrouvait sa conscience. Enfin, il était dans une sorte de léthargie. Quand est-ce qu'on décidait que l'expérience était terminée? Ça je sais pas trop. Je pense que quand ils avaient leur moulage, ils devaient rallumer la lumière, refouiller. Je pense arrêter à ce moment-là. Il n'y a pas forcément de raison de continuer beaucoup plus. Bien sûr. Mais ils avaient 2 moulages. Il y a des séances qui sont 2 moulages, donc ils attendent d'en avoir peut-être un deuxième. D'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre du plâtre à l'intérieur. Ils vont faire examiner ces moulages auprès de spécialistes en moulure, des artistes très renommés de Paris, pour voir comment on peut le reproduire. Ils vont faire plein de choses. Ils vont faire, un peu dans le désordre. Ils vont, par exemple, prendre des empreintes digitales de Franek Luski et prendre des empreintes digitales qui se dessinent sur le moulage, parce que c'est tellement fin qu'on voit les aspérités de la peau, les veines, les ongles, les pliures, tout. Et donc ils vont faire ça. Ils vont demander ils vont chercher le plus grand, ils vont chercher le chef de la police judiciaire de Paris, de l'identité judiciaire, qui est spécialisé justement là-dedans, et lui demande de vérifier si c'est les mêmes identités, les mêmes empreintes digitales. Lui, il dit non. Lui dit non. Les mouleurs, les spécialistes disent là, c'est pas les mains d'un adulte. C'est les mains d'un adulte en taille réduite d'enfant. C'est même des mains qui se ressemblent pas en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est 1 centimètre plus grande que l'autre. Elles sont différentes en elles-mêmes. On ne peut pas l'attribuer à une des personnes de la pièce, mais les pieds non plus, en fait. Ça ne correspond pas aux pieds des personnes, surtout qu'il aurait aussi, il faut penser, il faut enlever sa chaussure. Il faut enlever sa chaussure et mettre le pied dans le truc, et puis après le remettre la chaussure. C'est hard quand même. Enfin bon, même s'il s'appelle Houdini, je veux dire, c'est extrêmement compliqué à réaliser. Mais disons qu'il soit Houdini, c'est-à-dire qu'un Houdini modeste, pourquoi pas. Après, les exploitateurs, c'était à eux de prendre toutes les précautions. Voilà, c'est ça. Et les précautions, ils en ont pris encore 2 supplémentaires, donc je vous ai dit, le protocole varie un petit peu. Il y a l'avant-dernière séance et la dernière séance. À l'avant-dernière séance, il y a l'introduction d'un colorant bleuté dans la paraffine, qui se retrouve ensuite dans les moulages qui sont obtenus à cette séance, qui sont 2 moulages de main. Excellente idée, oui. Oui, donc ça c'est Guélé qui fait ça. Mais c'est bon, voilà, c'est déjà intéressant. Après, il y a Robert Tocqué qui à l'époque, qui est un grand métapsychiste qui a vécu plus de 90 ans, prestidigitateur, chimiste, un grand bonhomme, mais là il était tout jeune, il devait avoir 20 ans, il a conseillé comme ça à l'oreille de Guélé de mettre du cholestérol qui est complètement sans couleur, incolore, d'en mettre un petit peu en secret dans la paraffine avant que personne rentre dans la pièce et tout ça, et donc il en met du cholestérol qu'on retrouve ensuite dans les moulages qui sont tenus, c'est les moulages de pied et les moulages de menton à la dernière séance. Ils sont retrouvés
à l'extérieur des moules, sur les gants, d'une façon qui est chimique, un processus chimique classique, c'est-à-dire vous mettez de l'acide sulfurique et vous obtenez une couleur rougeâtre qui vire au brun, alors que s'il n'y avait pas de cholestérol, la couleur ne changerait pas. En fait. Voilà, donc ce qui veut dire là, ce qui tente à prouver que ce gant de paraffine n'est pas venu de l'extérieur, c'est bien de la paraffine. Il a été produit durant la séance. Voilà. Enfin, ça fait partie des contrôles. C'est pas le seul, il y en a encore. Ils prennent le bac de paraffine avant et ils le pèsent, et ils prennent le bac de paraffine après et ils le pèsent. Et ils pèsent aussi les gants et les autres endroits dans la pièce où on va trouver 25 grammes de taches de paraffine ou des choses comme ça sur les vêtements du médium. Et on cumule les résultats et on retrouve que toute la paraffine est là, quoi. Enfin, il n'y a pas de paraffine à porter à l'extérieur. Ce qui manque dans le bac se retrouve à l'extérieur. D'accord. Donc ça, c'est quand même pas, enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement rigoureux comme méthodologie. Oui, c'est des éléments qui ajoutent au sérieux à la documentation pour dire que c'est fait durant ces séances. Hein. Mais c'est vrai que les critiques qui vont venir après, et il faut savoir qu'il y a eu des critiques publiées encore de 1992 à 2002 dans les journaux parapsychologiques. On n'en a pas fini. Ils prennent pas forcément en compte tous ces aspects-là. Des fois, il y a des détails comme ça historiques qui sont balayés, mis de côté. L'idée un peu, c'est si on arrive à reproduire par des moyens normaux ces objets qui sont des moyens ectoplasmiques, alors l'hypothèse la plus parcimonieuse, la moins coûteuse, ce serait de dire que ça a été produit en amont à l'extérieur et apporté lors des séances. Malgré ce que je vous ai dit, élaborons cette autre piste. Ils ont demandé, les gens de l'IMI, comment on pouvait reproduire ça de façon normale. Et ils ont essayé plein de choses en utilisant un gant en caoutchouc dans lequel ils mettent de l'eau froide, pas de l'air, parce que sinon ça flotterait dans le bac de paraffine, et de mettre comme ça le gant en caoutchouc, puis après ça se vide, quoi, en fait. Et donc on peut sortir un gant aussi de forme humaine. Oui, mais l'eau... ils ont fait des photos, ça ressemble pas du tout à ce qu'on obtenait, à ce qu'on a obtenu. Ils ont essayé avec, l'idée c'était aussi une main d'un cadavre frais. C'est quelqu'un qui a sorti ça. Les artistes, les spécialistes experts ont dit que c'était une main vivante. Guélet a été voir Paul Richer, qui n'est pas Richer, qui est un médecin, membre de l'Académie des sciences, Institut de France, qui a aussi identifié que c'était des mains vivantes et aussi des mains d'adultes de taille enfant. Donc ils ont été chercher vraiment des experts en chaque domaine, pour l'empreinte digitale, je vous ai dit. Et donc on a ça c'est assez difficile à dire pourquoi c'est des mains d'adultes, mais c'est quelque chose qui était déjà présent dans la littérature. On trouve Aksakov qui dit ça, on trouve Dolan qui dit que ça arrive déjà, et Guélet dit après avoir fait d'autres expériences avec Kluski en Pologne, que quand Kluski est plus en forme, il obtient des mains d'adultes. Mais là, à taille adulte, des mains d'adultes à taille adulte. Voilà, c'est ça. Et ça dépend de son état de vigueur, finalement. Donc là, c'est une sorte de corrélation entre la taille des mains et vraiment l'état du médium, quoi. L'état de forme du médium. Une pause, mon cher Renaud Évrard. Nous allons continuer à découvrir ce dossier ô combien passionnant de moulage d'ectoplasme. Rendez-vous compte, des moulages de fantômes, c'est quand même extraordinaire. Quand on y pense et quand on en parle comme cela, c'est absolument fabuleux. Dans les Aventuriers de l'étrange, vous êtes bien sûr Sud Radio, à tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. Des moulages de fantômes, d'ectoplasme existent en France. Renaud Évrard nous présente ce dossier passionnant. Renaud Évrard, du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International à Paris, l'IMI. Je rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que c'est le second et dernier volet consacré des Aventuriers de l'étrange au bulletin numéro 4 de l'IMI qui vient d'être publié. Vous ne le trouverez pas en kiosque, il faut le commander sur le site internet de l'IMI. C'est 5 €, Renaud, le bulletin. Voilà, 5 € pour le bulletin avec différents dossiers.
Ça se présente comme un magazine, comme un journal, vraiment. 5 € plus les frais de port. Vous allez sur le site de l'IMI et puis vous commandez votre bulletin. Alors, Renaud Évrard, donc là, on a obtenu combien de moulages avec Franek Kluski au bout de ces 14 expériences? Donc il y a eu 9 moulages à Paris, d'autres ailleurs. Ces moulages, l'idée défendue par Aksakov, Delanne, qui étaient des spirites convaincus, c'est que le moulage était la preuve définitive de quelque chose de paranormal. C'était impossible. Ils étaient impossibles. On les a appelés vraiment des objets impossibles. Et Mario Varvoglis, qui est revenu sur ce dossier en 2002, c'est drôle d'ailleurs parce que quand il est arrivé à l'IMI pour devenir son futur président, il trouvait ça vraiment que ça faisait partie du folklore, que c'était pas sérieux, de gens qui croyaient encore, qui tenaient des moulages encore une fois des épreuves. Et puis il s'est intéressé à la documentation historique et aux expériences. Et là, il a quand même changé d'avis, quoi. Mais il est d'accord pour dire que le moulage en lui-même n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir tout son contexte. Mais il y a quand même des éléments, c'est-à-dire que essayons de reproduire ces moulages de taille enfant, de main d'adulte, avec normalement une couche très fine pour le gant, avec toutes les marques d'une vraie main. Eh ben on a réussi à faire des mains en moulage semblables. Guélé avait trouvé 2 procédés en demandant à beaucoup de chercheurs. Donc il y avait un procédé qui passait par une sorte de surmoulage, c'est-à-dire faire plusieurs moules, 3 moules différents, qui permettaient d'une certaine façon de mettre un produit soluble dans le gant qui irait dans le bac, de telle manière que le produit soluble se désagrège et qu'on obtienne un gant. C'est un procédé assez compliqué comme ça, mais ce qui tient pas la route, c'est que les experts ont bien dit que le gant a vraiment été fait d'une fois, d'une traite. Une deuxième façon, c'est de faire ce gant en trempant plusieurs fois de manière à ce qu'il soit quand même relativement solide, que ça fait quand même des couches normalement un peu plus grosses, un peu plus épaisses, et de prendre un petit couteau, de couper à un endroit à la racine des doigts jusqu'au poignet, de manière à sortir la main, et ensuite on replonge le gant dans la paraffine de manière à ce que, si c'est bien fait, ça se voit pas trop qu'il y a une coupure. Quand on donne ça aux experts, ils le voient. On laisse Franek Kluski 2 heures tout seul avec le bac de paraffine, on revient pour qu'il fasse le boulot, quoi. Les conditions dans lesquelles il a fait ça, il est vraiment très doué, mais imaginons qu'il l'ait fait avant, c'est ça, imaginons qu'il l'ait fait avant et qu'il les ait rapportés, quoi. On voit quand même la trace, mais bon, disons qu'on la voit pas, c'est quand même quelque chose qui colle pas du fait, l'argument définitif, c'est l'épaisseur, quoi. L'épaisseur, il y a plusieurs anomalies encore. Il faut savoir que des sceptiques italiens très renommés, il faut savoir qu'en Italie, les sceptiques sont beaucoup plus riches et beaucoup plus développés que les parapsychologues. On reproduit ça, on fait même des formes assez complexes. Par exemple, vous avez cette image des mains qui se croisent, avec les doigts qui se croisent. On dit c'est difficile de sortir la main de quelque chose comme ça. Alors que si, par des petits mouvements latéraux, en étant habile, et dans le cas où les moulages, où les gants sont assez solides parce qu'ils ont été trempés assez de fois, on peut sortir la main et donner des formes assez... Alors, marrantes. Justement, revenons à ce moulage particulier, parce que celui-ci est intéressant. Ce sont 2 petites mains jointes, comme pour une prière, avec des doigts croisés, entrecroisés. On est d'accord ? Voilà, et ça s'arrête au niveau des poignets, si je me souviens bien. Les photos que j'avais vues, et j'avais pu voir effectivement ces moulages de très très près. Bien, donc 2 mains entrecroisées comme ça, comme dans un mouvement de prière. Ce gant qui a été retrouvé, donc a été retrouvé avec toujours ces mêmes particularités, c'est-à-dire une très fine couche de paraffine et d'un seul tenant évidemment. Oui, c'est ça l'intérêt, oui. On est d'accord. Bon. Or, pour réaliser, en trucage, ce genre de gants de paraffine d'un seul tenant, dans les conditions dans lesquelles se trouvait Franek Kluski, c'est-à-dire, je le rappelle, un contrôleur qui lui tenait la main, un autre contrôleur qui lui tenait la seconde main, les pieds pareil, avec 4 contrôleurs autres autour, le bac de paraffine à 60 cm devant lui, même dans la pénombre. Et là, il a fallu qu'il lâche les 2 mains, que les autres contrôleurs aient l'impression de toujours tenir la main, plonger juste une seule fois ses 2 mains croisées dans la paraffine, et ensuite faire des mouvements d'extorsion
très rapide pour qu'il puisse rapidement, en quelques secondes, sortir les deux mains sans casser le gant de paraffine. Enfin, là on est dans l'absurde, on est dans le buesque quand même là. C'est intéressant parce qu'à des arguments, des propositions scientifiques, c'est-à-dire nous pouvons reproduire ces moulages de façon scientifique, un protocole reproductible par n'importe qui, on oppose des arguments historiques du coup. On leur dit mais dans les conditions dont ça a été fait, non, vous ne pouvez pas. Avec la finesse de ces objets, leur particularité, vous n'arrivez pas au même résultat. Vous arrivez à un résultat similaire, et déjà à l'époque, à l'IMI, ils avaient réussi à faire des mains similaires, mais pas identiques. Et c'est amusant. Moi, c'est ce que je disais dans la Villa Carmen. Je suis pas là pour dire c'est la preuve absolue, mais je suis là pour montrer que c'est quand même, on est quand même à une sorte de preuve qui tient autant de la lecture historique que de la lecture scientifique. Et c'est pas tous les domaines qui ont ce genre de controverse à mi-chemin en fait. Alors, Renaud Évrard, on va parler de Franek-Lusky et du résultat de ces moulages après. Est-ce qu'il y a d'autres moulages à l'IMI? Parce que vous avez parlé de Jean Guzik, par exemple. Est-ce qu'il est passé par l'IMI? Oui, il est passé par l'IMI, mais lui, il faisait des ectoplasmes visibles, pas des moulages en fait. Il a été testé beaucoup. Il était de la même génération que Lusky, mais il est mort plus jeune en fait. Et donc, il a lui, ce qu'il faisait, donc, c'est des séances devant, c'est un professionnel, devant de nombreuses personnes, et ça a donné lieu d'expérimentation pendant un certain temps, et ça a donné lieu au manifeste des 34, qui sont en fait 35. C'est 35 signatures de grands scientifiques de l'époque, de personnes vraiment reconnues, qui ont assisté et attesté ces phénomènes dans les conditions de contrôle assez importantes. Mais Guzik est quelqu'un de plus connoté, comme je vous disais, moins sûr, qui bougeait peut-être un peu plus, mais il a fait apparaître des animaux, des formes humaines. C'était quand même... je connais un peu moins ce dossier des personnes comme Yves Lignon qui ont travaillé un peu cette chose. Mais les protocoles et les comptes rendus sont encore disponibles à l'IMI et partout, et on peut dire que les séances sont vraiment aussi bien suivies dans les laboratoires de Paris à l'IMI. La même chose, encore très fermé, encore très fouillé. Donc voilà. C'est peut-être c'est différent là, encore une fois. C'est vraiment, ça tient plus d'une objectivité de type témoignage, quoi. Oui, d'accord. Donc là, témoignages concordants. Donc là, c'est différent. Alors, revenons à Franek-Lusky. Bien. Et ces moulages. Avec le recul, là, c'était dans les années 20. Donc ça fait quoi? Ça fait presque un siècle maintenant, d'ailleurs. Années 20, 80, 87 ans, quoi, à peu près. Même sûrement. 87 ans après. Avec le recul, que penser lorsqu'on est un observateur ouvert, attentif, que penser de ces expériences après avoir pris connaissance, évidemment, du dossier dans sa totalité? Eh bien, moi, je ne sais pas, peut-être un phénomène transitoire, quelque chose qui va exister, mais pendant une période donnée, et puis après, on ne pourra plus vraiment la voir de la même façon. C'est délicat, hein. Il y a eu des résultats d'ectoplasme, des études encore dans les années 40, je crois, tant qu'il y avait quelques médiums qui disaient en faire. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus aucun chercheur qui se prête à cette étude. Les chercheurs d'aujourd'hui qui sont dans les controverses disent on en attend on attend d'avoir un médium comme Guzik qui se prête à toutes les conditions d'expérience, qui n'essaye pas de feindre quoi que ce soit, qui n'a pas une réputation sulfureuse, qui ne cherche pas la publicité ou l'argent. On cherche beaucoup là, ça demande beaucoup de choses, c'est des critères assez délicats. Mais d'une autre façon aussi, c'est à ça que sert aussi la métapsychique dans sa forme historique, dans la forme défendue par Bertrand Meest. À l'IMI, on a les moulages. Quand on n'aura plus les moulages, quand un collectionneur les aura rachetés parce que l'IMI sera en faillite, on aura perdu quelque chose d'un patrimoine scientifique et culturel français, je pense, assez important. C'est déjà ce qu'on a perdu avec les tableaux d'Augustin Lesage, qui sont distribués aux collectionneurs maintenant, qui circulent, qu'on ne peut plus réunir dans un musée.
il y a un devoir de mémoire de la part des métapsychistes, un devoir de dire que les protocoles historiques, ben voilà, l'exemple de Mario Varvoglis, c'est un expérimentateur, il fait expérience, il dit que tout ce qui est de 1920, c'est du folklore, et ben quand il s'intéresse au contenu d'expérience, il se rend compte que c'est aussi rigoureux que possible, et qu'on doit aussi prendre en compte cette forme d'expérimentation à rebours, finalement, soutenue par une démarche historique. Et pour Kluski, enfin, vous allez rire, mais il a fait donc, après ses expériences à Paris, encore 340 séances en Pologne. Ça donne lieu à un livre de Kolowski en 1928, qui était un grand chercheur également, avec beaucoup de scientifiques, mais ce livre n'est toujours pas traduit. Bon, voilà quoi. Ouais. On n'a toujours pas ces comptes rendus, donc c'est sûr que ça s'étouffe finalement, ça devient du folklore polonais pour le coup, du coup. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il faut savoir aussi que c'est un peu les objets maudits d'une certaine façon, parce que donc Guélé va voir tous ses experts, fait toutes les enquêtes possibles, fait tous les contre-tests, contre-expériences, et il va retester Kluski en 1924. Il va directement à Varsovie chez lui, et il obtient le nouveau moule. Et il est tellement pressé, il veut retourner à Paris le plus rapidement possible, donc il demande à prendre l'avion. Le pilote était un peu douteux par rapport à ça, il avait l'impression que c'était des objets maudits, et finalement la malédiction s'est un peu révélée, vu qu'il s'est écrasé quasiment au décollage à Varsovie. Donc Gustave Guélé est mort avec d'autres moulages confirmant ses premières expériences. Et du coup, c'est vrai que personne après lui n'a reproduit des moulages avec des médiums, donc il participait lui aussi parce que c'était à la fois un très très bon expérimentateur, mais aussi un spirit convaincu avec une théorie très sophistiquée du survivalisme, mais c'était aussi, on peut dire qu'il prend sa part dans la construction du phénomène, dans sa façon d'accueillir les médiums, de respecter ses croyances et même de les partager parfois. C'est des conditions psychologiques pas toujours évidentes à réunir aujourd'hui. Alors, on peut raisonnablement dire tout de même qu'il y a eu réellement production de phénomènes psy lors de ces expériences. Sans être obtus, ni ni coincé, quoi. Ben oui, enfin c'est la conclusion que tire Mario Varvoglis en disant que la preuve se soutient à la fois sur le plan scientifique avec une preuve matérielle qu'on a encore et sur le plan historique avec les comptes rendus qu'on peut consulter et confronter. Mais il peut arriver que ça change. L'idée, un des arguments qu'il y avait avant, c'était justement on peut pas sortir les mains des gants et tout ça. Et ben ces Italiens sceptiques ont montré que si on peut sortir les mains des gants, il suffit d'avoir des gants suffisamment épais et solides. Bon, c'est pas génial, mais c'est déjà ça. On a des arguments qui tombent. Oui, mais les gants, en l'occurrence, ne sont ni solides ni épais. Oui, mais on n'a plus les gants, on a les moules maintenant. Oui. Oui, il y a une petite différence historique. Faut voir de quoi on parle, analyser expérience par expérience. On se rend compte que toutes les conditions ne sont pas les mêmes. Des moments où il y a de la lumière, des moments où il n'y a pas de lumière. Les contrôleurs changent. Et puis il peut y avoir des éléments qui peuvent venir altérer ce constat, qui sont, par exemple, voilà, on sort aujourd'hui les moulages, on refait voir ça par des experts, et les conclusions des experts contredisent celles des experts de 1920, par exemple, en disant que les détails sont pas tellement détaillés. C'est un peu l'idée de ces sceptiques-là. À partir de photos, ils disent mais les moulages qui sont animés, ils sont pas aussi détaillés, aussi bien que ça. On les confond parfois avec des moulages obtenus dans des conditions un peu moins rigoureuses à Varsovie. Donc c'est jamais fini. J'ai l'impression que c'est jamais fini en fait. Mais quand même, on peut raisonnablement dire qu'il y a eu production de phénomènes psy, pour rester dans un cadre raisonnable, et que donc ces moulages sont extrêmement intéressants. Et je pousserai l'hypothèse un petit peu plus loin parce que la théorie de la survivance de l'âme, d'un fantôme, d'un être passé, décédé qui reviendrait, ça, on ne peut pas y toucher pour le moment parce qu'on n'a pas d'éléments tangibles. En revanche, que pensez-vous, mon cher Renaud Evrard, de l'hypothèse suivante, c'est-à-dire que Franek Kluski, comme certains médiums sont capables de produire de la psychokinèse, de faire bouger des objets à distance, ou comme Jean-Pierre Girard, de tordre
des barres de métal, juste en passant la main dessus. Est-ce que, tout simplement, la nature a fait que Franek Kluski avait cette capacité c'est presque un phénomène de psychokinèse de créer mentalement une main capable de se balader, de plonger dans la paraffine. Oui, voilà. À l'époque, ils ont émis des hypothèses qui étaient métapsychiques et qui n'étaient pas spirites en termes d'idéoplastie. C'est un peu notre psychokinèse, mais c'est-à-dire la matière en elle-même peut se déformer selon des idées, selon des émotions, des choses comme ça. Au niveau de la théorie, on pêche un peu, hein, c'est un peu délicat, mais il faut savoir que des objets paranormaux permanents, pas comme les moulages, il y en a d'autres types. Il y en a obtenu, à ma connaissance, dans des cas de poltergeist, oui. où on a des fusions entre des métaux complètement incompréhensibles, c'est-à-dire dans les conditions où c'était fait, on peut pas comprendre comment ça s'est produit, une cage qui se montre totalement déformée comme si elle avait été écrasée par un éléphant, enfin voilà. Et puis on a aussi d'autres dans des laboratoires. Jean-Pierre Girard s'est vanté, je sais pas exactement jusqu'à quel point ça peut être vrai, d'avoir produit des psychokinèses sur des matériaux qui sont hyper difficilement reproductibles. Tout à fait. Ça demandait 24 heures de projection avec un laser à plasma d'une puissance extraordinaire. Ça a été fait dans le cadre des laboratoires Péchinet d'ailleurs. Et il y a un DVD qui est sorti sur la vie de Jean-Pierre Girard où il y a justement ce phénomène. Vous voyez, effectivement. Voilà, c'est ces objets-là qui sont comme des effractions dans notre nature classique. C'est ces objets dits impossibles qui finalement, si on les pense possibles, sont moins confrontants, mais qui viennent quand même bousculer, chercher. Et l'UNI est assez maudit d'avoir ces moulages, hein, parce que je connais beaucoup de sceptiques qui n'accordent aucun crédit à aucun désir des membres de l'UNI, simplement parce que ils ont défendu la réalité de l'ectoplasme. Et c'est vrai que c'est tout quelque chose qui est mal vu. Je reviens à ma conclusion la dernière fois, c'est pas faisable, ça n'a plus valeur, alors qu'à l'époque c'était discuté, hein. Je vous ai dit quelques grands chercheurs qui s'étaient prêtés à la question, hein. Le manifeste des 35 qui sont 34 et comporte beaucoup de membres de l'Académie des sciences, c'était discuté dans les revues normales, mais voilà où on en est, je ne sais pas. Les parapsychologues ont discuté ça, hein. Comme je disais, il y a une controverse dans les journaux de parapsychologie, hein, avec sceptiques et parapsychologues, et eux-mêmes sont plutôt à voir une conclusion positive. Aucun des éléments qu'on obtient actuellement dans la possibilité de reproduire ces moulages ne concorde avec ce qu'on avait à l'époque. Voilà, nous sommes d'accord. Donc ces moulages restent extrêmement intéressants comme étant la possible production de phénomènes psy d'un médium exceptionnel, tout simplement. Ouais. Franek Kluski. Bien, nous allons faire une pause, mon cher Renaud Évrard. 2-3 petites questions encore concernant les ectoplasmes. Et nous passerons au courrier que nous avons reçu pour les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Évrard du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International à Paris est mon invité à l'occasion du second et dernier volet des Aventuriers de l'étrange consacré au bulletin, à la publication de l'IMI, le bulletin numéro 4 avec gros dossier sur les moules ectoplasmiques, sur la Villa Carmen. On en a parlé avec Renaud Évrard déjà la semaine dernière. Pour se procurer ce bulletin, ce magazine, c'est 5 €, j'allais dire 4 €. Non, 4, c'est le numéro du bulletin, et c'est 5 €. Sinon, Renaud va m'engueuler, on commence à voler de l'argent à lui. Donc, c'est 5 € plus les frais de port. Et il suffit juste de se connecter, d'en faire la demande sur le site internet de l'IMI. Alors, Renaud Évrard, question pour conclure ce dossier concernant l'ectoplasmie. C'est vrai que pouvoir reproduire ce type de phénomène actuellement, ce serait pas mal avec toutes les techniques dont on dispose, caméra infrarouge, que ce soit pouvoir filmer dans l'obscurité la plus totale, avoir des vraies conditions de contrôle avec des prestidigitateurs, enfin avouez que ce serait pas mal quand même si on pouvait essayer de trouver quelqu'un qui se dise capable. Il y a des chercheurs un peu à côté, comme je sais pas si vous connaissez Michel Granger, qui
qui va peut-être publier un jour un livre énorme, il me semble, sur l'ectoplasmie, qui court dans les séances en Angleterre, en Amérique du Sud, pour essayer de trouver même si c'est des spirites, essayer de revivre ces expériences, essayer dans des conditions contrôlées. Il n'a pas encore conclu vraiment positivement, mais bon, il est un peu seul dans ce parcours, quoi. Ouais, Michel Granger d'ailleurs que nous aimerions beaucoup avoir d'ici le mois prochain dans cette émission, parce que c'est vrai qu'il a une connaissance extrêmement approfondie de ce phénomène des ectoplasmes. Ouais. Mais cela dit, il faut quand même que ce phénomène se produise dans un cadre dans un cadre spirituel bien précis. C'est vrai qu'un athée, médium athée, pourra difficilement produire ce genre de phénomène, par exemple. Pourquoi pas, je sais pas. Enfin, je sais pas forcément. Il ne me semble pas, par exemple, que Jean-Pierre Girard soit déiste. La croyance peut soutenir une certaine forme, mais c'est surtout ça rentre dans l'histoire de la personne, quoi. On voit Kluski influencé par Guzik dans ce milieu de polonais. Il y a une écologie du sujet à respecter, peu importe laquelle elle soit. J'ai l'impression. Ouais. Donc, pour le moment, pas de nouvelles et pas de possibilité d'expérimentation avec un médium. Ah oui, ça, on serait tout à fait curieux. Oui. Est-ce que ces moulages sont éventuellement visibles à l'EMI, où ils sont précieusement conservés et on les sort le moins possible? C'est plutôt la deuxième solution. On a des pseudo-moulages, si vous voulez voir. Il y a les photos qui sont quand même sur le site de l'IMI, dans l'article de Mario. D'accord. C'est vrai que se contenter de ça, c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'ils sont sortis très 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 rarement, et on comprend pourquoi. Oui, puis ils datent des années 20 en plus, donc objet fragile, j'imagine. Ils sont en plâtre, hein? Oui. D'accord, donc oui, effectivement fragile, sensible à l'humidité, etc., etc. Alors, mon cher Renaud Évrard, plusieurs petites lettres que je viens de recevoir, des emails. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis à la recherche de témoignages de personnes qui ont vécu un phénomène d'apparition. Si c'est votre cas, eh bien, écoutez, appelez-nous au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous allez sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange et vous me laissez un résumé de ce que vous avez vécu ainsi que vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler et préparer avec vous une émission à venir où vous pourrez nous faire part de ce que vous avez vécu et ensuite avec Pierre Macias et Renaud Évrard, on essaiera de vous apporter des éléments de réponse. D'ailleurs, déjà, un premier élément de réponse, mon cher Renaud Évrard, on peut d'ores et déjà dire à ceux et celles qui nous écoutent, qui hésitent peut-être à décrocher le téléphone, à se dire, bon, je vais leur raconter mon histoire, mais je risque de passer pour un joyeux dingue. Avoir vu une apparition ne veut absolument pas dire que l'on souffre d'une pathologie psychologique, veut pas dire qu'on est bon pour la clinique, quoi, pour l'asile. Non, ça peut pas être aussi radical, mais c'est vrai que voir des apparitions, ça peut être à la fois ça peut être un problème cognitif. Il y a des personnes qui voient beaucoup de gens ou de choses qui ne sont pas là. Ça peut arriver avec certaines pathologies, donc c'est possible. Pas forcément des pathologies de type maladie mentale. Mais on peut pas conclure comme ça de base, ça n'a aucun intérêt. Et alors, en ce qui concerne les apparitions, on est d'accord, en règle générale, elles ne sont visibles que par une seule personne, celle qui le voit. Je veux dire, les autres personnes ne sont pas censées la voir. C'est une image mentale, je veux dire. Dans ce cas-là, oui, c'est fréquent. Dans le cas où c'est un trouble de type cognitif, c'est vrai que c'est plutôt une personne. Sinon, on tombe tout de suite sous une sorte de définition de l'objectivité qui vient poser énormément de problèmes. Les psychiatres ont d'ailleurs élaboré le concept d'hallucination collective de façon un peu molle à partir de ces cas où ils n'arrivaient pas à dire à conclure, quoi. Ils étaient un peu gênés. Ouais. C'est-à-dire qu'une apparition peut être visible par un groupe de personnes, la même, et qu'ils décrivent la même chose? Oui. Et ça peut arriver aussi qu'ils décrivent des aspects différents. L'un va la voir, l'autre va l'entendre, l'autre va le sentir, ou alors ils vont la voir mais avec des vêtements différents. Il y a un peu toutes les variétés. Il y a un chercheur qui s'appelle François Fass qui a beaucoup travaillé là-dessus et il montre vraiment que c'est à la croisée de l'objectif et du subjectif. Il appelle ça un rêve matérialisé en fait.
Et chacun peut voir la même apparition habillée différemment, avez-vous dit? Oui, il y a des cas comme ça où les personnes rapportent des habits différents, une forme de... À la fois c'est objectif et à la fois il y a des caractéristiques qui viennent de chacun, quoi. C'est étonnant ça. Mais vraiment de grosses différences, c'est-à-dire quelqu'un l'a vu en pantalon et l'autre en jupe ou en robe, par exemple? Par exemple, il y en a un qui l'a vu en vêtements contemporains et l'autre en vêtements d'époque. Oui. Ah ça, c'est... D'accord, très bien. Alors, on va commencer la lecture du courrier, si vous le voulez bien, Renaud, avec un mail, comme je vous le disais, on est écouté dans le monde entier, et beaucoup au Québec. Figurez-vous, nous avons beaucoup d'auditeurs et d'auditrices du Québec, donc un petit bonjour à ceux et celles qui nous écoutent depuis là-bas, à commencer par le mail de Jacqueline qui nous écrit ceci. Elle dit « Je viens d'écouter l'émission sur les archives secrètes de Lourdes », un très bon bouquin d'ailleurs aux éditions privées, de Baudouin et Chadas et de Jean Omnes, et elle dit « Je suis allé voir sur un site la grotte de Massabielle », donc vous le savez Renaud Évrard, la grotte de Massabielle, c'est là où Bernadette Soubirous a eu ses apparitions. Cette émission m'a intéressé parce que je vis dans un village au Québec qui s'appelait Massabielle et qui aujourd'hui se nomme Notre-Dame de Lourdes de Ham. Dans le village, il y a une grotte dédiée à la Vierge. Figurez-vous, j'ignorais l'existence de cette reproduction. Je ne connais pas toute l'histoire, nous dit-elle, mais je vais m'y intéresser davantage. J'en viens à mon sujet. Alors, j'ai vu des images sur un site de la grotte à Lourdes et je constate qu'une grande basilique a été construite sur le site des apparitions. Vous devriez faire une enquête plus poussée à savoir pourquoi l'Église catholique a construit cette basilique sur ce lieu. Que recèle cet emplacement? Avez-vous déjà entendu parler de la Terre Creuse? S'il y a des couloirs souterrains dans cette grotte, l'Église avec cette construction a encore une fois caché l'accès à une connaissance. Faites une émission sur la Terre Creuse, serait intéressant. Que pensez-vous de ce... Je n'ai pas ri, hein. Ce n'est pas à cause du message que j'ai souri. C'est le réalisateur qui fait l'idiot. Alors, que pensez-vous de ce concept d'une terre creuse? De quoi s'agit-il d'abord, Renaud? Il faudrait que la personne que nous dise. Il y a une idée comme... C'est un peu... voyage au centre de la Terre. Hein, de Jules Verne, d'accord. C'est quelque chose qui était déjà cristallisé, de savoir qu'il y aurait peut-être une autre population, une autre humanité possible, mais qui ne serait pas extraterrestre, mais infraterrestre. Et c'est un peu... tous les secrets sont enfouis dans une cave, hein, c'est un peu une sorte d'archétype. Hein, et c'est caché, et donc du coup, c'est un peu ça l'idée, mélangée avec... tout ce que cache l'Église. On sait très bien que l'Église complète tout le temps, dissimule ses archives, a un culte du secret, et puis cette idée peut virer un peu à la théorie du complot, peut-être paranoïaque. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé cet endroit, cette grotte avec cette basilique, parce que c'est un lieu avec beaucoup de pèlerins qui attribuent tous un prestige et puis une qualité particulière de refuge à ce lieu. J'ai l'impression que c'est pour des motifs plutôt spirituels et deux fois. Mais effectivement, j'ai jamais vérifié. Et donc, oui. Mais ce principe, cette théorie de terre creuse semble quand même assez légère, non? Oui. C'est pas parce qu'il y a une grotte qu'elle-même à la terre creuse, c'est un peu délicat. Hein. Oui, d'accord. Si on s'intéresserait aux études scientifiques qui cherchent aux endroits les plus profonds, en dessous du niveau de la mer, pour voir s'il y a des habitations, des choses comme ça, c'est vraiment un mythe qui a traversé les siècles. Hein. Oui, nous sommes donc d'accord. Alors, il y a un témoignage écrit qui nous a été envoyé par Claude et qui nous dit ceci. Je vous lis la lettre avec ce qu'a vécu donc Claude et vous me direz ce que vous en pensez, Renaud, d'accord? Oui. Alors, j'écoute votre émission Les Aventuriers de l'étrange, ce qui m'a donné l'idée de vous questionner au sujet d'une aventure dont j'ai été témoin, heureusement sans qu'il y ait de victimes. C'était en septembre ou octobre 65 ou 66, alors que j'étais étudiant en sciences à l'université de Caen. Je revenais de Paris en stop et c'était un soir, un ciel dégagé, sans lune. Bien. Un homme de la soixantaine dans une vieille voiture m'avait aimablement transporté entre Lisieux et Caen le soir vers 21h ou 22h. Au lieu de prendre la nationale 13,
il a pris la départementale 50 qui est plus courte et qui passe sur un plateau au lieu de passer dans la vallée. Donc là, il doit vraiment falloir connaître le lieu pour comprendre ce dont il s'agit entre Lisieux et Caen. Nous sommes d'accord. Bien. Mais ça n'a rien à voir avec eux. Alors qu'il roulait prudemment, pas à plus de 60 km/h sur une route assez étroite, la voiture qui roulait sans problème sur la droite de la route, donc normalement, tenez-vous bien Renaud, s'est immobilisée presque instantanément à la perpendiculaire de la route sur la partie gauche, l'avant de la voiture à la limite entre la partie goudronnée et l'herbe, et le petit fossé, sans que le conducteur n'ait freiné ni n'ait tourné le volant. Autre chose. On s'est interrogé sur ce qui s'est passé, aucune explication, il n'avait rien ressenti, il n'avait rien fait, il n'y avait pas eu de choc, pas de glissade, pas de crissement de pneus. Nous étions seuls à circuler sur cette route, et après quelques dizaines de secondes d'étonnement quand même, le conducteur a fait marche arrière, s'est remis dans le bon sens et il est reparti. Alors, ce qui a été surprenant, c'est qu'alors qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité à cette époque-là dans les voitures, 65, 66, il n'y avait pas les ceintures de sécurité. Dans le mouvement de rotation à 90 degrés à gauche, j'aurais dû être plaqué contre la portière droite et à l'arrêt, j'aurais dû presque passer à travers le pare-brise parce que 60 km/h, faire un angle à 90 degrés, sauf si on n'est pas cascadeur, on se prend forcément la portière sur le côté et après quand elle s'arrête comme ça net, on se prend au moins une partie du pare-brise dans la figure. Mais pas du tout, nous dit donc Claude. Mon dos n'a peut-être même pas décollé du siège. Mes mains et mes bras n'ont pas eu à me protéger vers l'avant. Je n'aurais pas eu le temps de réagir d'ailleurs pour me protéger. Ça s'est fait extrêmement rapidement et, dit-il, en douceur. Étonnant, non ? Très étonnant. Sacré vécu il y a plus de 40 ans. 65, 66, effectivement. Ouais. Ben, vous voulez un commentaire? Oui, effectivement, si c'est possible. Parce que Claude de Nîmes, là, attend ce commentaire, figurez-vous. Qu'en pensez-vous? Ouais. C'est extrêmement surprenant, quand même. Oui. Il faut savoir... Alors, il y a plusieurs pistes. Des cas comme ça où, dans la voiture, ça s'arrête tout seul, où on se retrouve à un autre endroit de la route, où on a l'impression qu'on a perdu une tranche de la vie, de l'écoulement du temps. Ça a donné lieu à une interprétation au terme intervention par des extraterrestres, surtout grâce au livre de Bob Hopkins, un artiste américain, en 1981. Ouais. Donc, le missing time reçoit une interprétation comme ça. Mais il faut savoir que si on remonte un peu le temps, Bertrand Melas l'a fait dans un livre qui s'appelle Science-fiction et secoupe volante. Oui. On retrouve ce principe de la charrette qui s'arrête et qui a arrêté de manière paranormale, la panne paranormale, le ralentissement et tout ça. On retrouve cet aspect dans plusieurs récits de science-fiction et même dans le folklore. On retrouve ça, c'est déjà au Moyen-Âge, des exemples comme ça qui sont donnés. Alors, Bertrand Melas, c'est assez ambigu là-dessus. Est-ce qu'il faut considérer que c'est un élément de folklore dont il faut se débarrasser parce qu'il n'a aucune réalité et que même dans des cas comme ça, avec un témoin sincère, on doit juger que le témoin s'est trompé? Ou est-ce qu'il faut faire appel à une hypothèse paranormale? Alors, extraterrestre, je n'irai pas jusque-là, mais une hypothèse vraiment différente, parce que là, apparemment, il nous dit avoir été conscient de cet arrêt, de tout le cheminement de la voiture. En fait. De bout en bout, quoi, vraiment. C'est-à-dire cette espèce de mise à 90 degrés, vraiment perpendiculaire à la route, et surtout sans qu'il n'y ait eu ni de choc, comme si ça s'est fait, voilà, tout simplement. Et vous pensez que psychologiquement, deux personnes vivant la même chose peuvent avoir ce même trou de mémoire? Ça peut arriver, ce serait très, très étonnant. Ça devient un phénomène collectif et donc assez complexe. Est-ce qu'on peut envisager d'autres hypothèses normales? Je sais pas, imaginons qu'il passe devant une zone avec un fort champ électromagnétique déréglé qui immobilise la voiture sur le coup, en fait, qui la fait se ralentir d'une façon à freiner suffisamment sa vitesse.
J'en sais rien, ça devient vraiment au-dessus de mes compétences, quoi. C'est très compliqué, hein, quand même. C'est très bizarre comme phénomène. Et puis, pour continuer à creuser dans cette espèce de trou de mémoire qu'il aurait pu y avoir, de missing time, comme vous dites, même s'il y avait eu un trou de mémoire, le fait physiquement que la voiture s'arrête ainsi, après, on a soit mal à l'épaule ou mal quelque part parce que le corps, lui, a heurté un bout de l'intérieur de la voiture. Et or là, même pas. Ouais. Ben, oui, peut-être, mais il faut imaginer qu'il y a aussi, on peut remettre en cause la perception qu'on avait. Alors, on est sur une route qu'on ne connaît pas forcément. J'ai l'impression que c'est la nuit que ça se passe. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un élément qui dit ça. Ouais. Et on a l'impression de rouler à 60, mais en fait, c'est le conducteur qui s'endort sur son volant et qui a levé le pied. Et tout doucement, ça s'arrête. Et puis, au moment où on reprend nos esprits, on se rend compte qu'on n'est plus vraiment sur la route. Ouais. Ça nous est déjà arrivé parce que quand on conduit, même quand on est copilote, on fonctionne en mode automatique, quoi. Il y a une partie de notre conscience qui est décalée un petit peu. Tout à fait. On fait des mouvements qu'on ne fait pas. Ouais. Et là, on pourrait peut-être dire que c'est une illusion qu'ils ont eue au niveau de la perception du fait de rouler. Je propose des choses, hein, je veux pas. Ça me paraît pas mal. Bon, de toute façon, voilà, j'ai livré ça à ceux et celles qui nous écoutent. S'ils ont une solution à proposer, bien, vous nous écrivez étrange@sudradio.fr. Mon cher Renaud, avant de se quitter, juste un petit coucou à notre auditrice des États-Unis, au Colorado. Je sais qu'on en a quelques-uns aux États-Unis, en Amérique du Nord, je veux dire. Je crois qu'il y a que l'Amérique du Sud, hein, où on n'est pas encore reçu de courrier. Donc si vous habitez quelque part en Amérique du Sud, envoyez-nous un petit mot. Donc elle s'appelle Angélique et elle habite à Fort Collins dans le Colorado. Un bonjour à cette auditrice qui a demandé d'ailleurs à recevoir la prière pour passer le feu. Elle a écouté les émissions en podcast et donc elle est tombée sur cette émission et elle m'a dit voilà, je vous écoute régulièrement et si vous pouviez m'envoyer cette prière pour passer le feu, on fera ça avec grand plaisir, ma chère Janine. Et puis le bonjour, ma chère Angélique, pardon, et le bonjour au Colorado. Merci beaucoup. Ça coûtera plus cher pour les timbres. Hein. Oui. Non, elle a envoyé une enveloppe timbrée. Elle a eu cette délicatesse. Bon, oui, bravo. tout à fait, avec son adresse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Renaud Évrard. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, avec grand plaisir. Et rendez-vous donc sur le site de l'IMI pour commander le bulletin numéro 4 et recevoir pour la modique somme de 5 € plus les frais de port ce magazine de l'IMI. Je rappelle que si vous avez vécu un phénomène concernant les apparitions, eh bien votre témoignage m'intéresse. Vous m'appelez au 0826 300 300 0826 300 300 et puis vous me laissez vos coordonnées dans ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange, ou vous pouvez m'envoyer un mail étrange@sudradio.fr. Merci Renaud Évrard, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Après Renaud Évrard, nous allons, et les moulages ectoplasmiques, nous allons rester dans le phénomène des apparitions avec le témoignage que nous allons redécouvrir de Camille, dont la mère a peut-être vécu une apparition, et puis l'analyse intéressante de Pascal Catala qui a écrit un livre passionnant. Si vous aimez creuser, si vous avez envie de creuser ce sujet d'apparition et de maison hantée, le livre s'intitule justement Apparition et maison hantée, c'est aux éditions Presse du Château. Camille, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai rappelé car vous êtes intervenu déjà pour nous apporter un témoignage dans notre première émission, Les Aventuriers de l'étrange. Je vous ai rappelé parce que votre maman a vécu quelque chose de très particulier. Que l'on pourrait, à mon sens, qualifier d'apparition. D'abord, ça s'est passé il y a combien de temps exactement, ce que votre maman a vécu? Je pense que c'était en 70. Ouais. Ce n'était pas d'hier. Et c'est son frère qui était décédé dans mon appartement puisque je m'occupais de lui. Ma mère est venue me rejoindre. Mm-hmm. Après les obsèques,
elle a couché dans la chambre et dans le lit de son frère, il n'y avait pas de raison, hein. Ouais. Et tous les matins, à mon réveil, elle me disait, figure-toi que Émile, c'était le nom donc de son frère et de mon oncle, Ouais. Émile m'est apparu, je l'ai vu assis au pied de mon lit. Ah bon? Oui, Alors moi j'ai demandé des détails, mais bon, je me suis dit peut-être maman a rêvé ou bon. Moi je ne suis pas du tout sceptique quand il s'agit de ce genre de manifestation. Vous voyez, je suis très ouverte. Oui. Mais ça s'est reproduit pendant 15 jours. Pendant 15 jours, chaque matin, votre maman... Alors moi j'étais impatiente, au lever je courais, je posais des questions à maman. Oui. Alors il est encore revenu hier soir, oui. Et alors je disais, mais comment, sous quelle forme, était-il habillé? Elle me dit, mais tu es sotte. Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Il était là, c'était Émile, et j'avais l'impression qu'il voulait me transmettre un message. Et au bout de 15 jours, malheureusement, le message n'est jamais passé. Ouais. Et au bout de 15 jours, ce genre d'apparition, entre guillemets, parce que je ne pense pas que c'était concrétisé. Bon, mais ma mère était médium. Hein. Par exemple, je sais que quand nous étions jeunes, nous habitions Cannes, et bien, il y a une ou deux de ses amies qui sont décédées prématurément. L'une parce qu'elle avait pris trop de somnifères, par exemple. Ah oui. La nuit où ça s'est passé, ouais. Ma mère a fait des cauchemars. Le matin, elle m'a dit, je ne sais pas ce qui est arrivé à Jeannette, mais j'étais en sueur toute la nuit et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Et quelques temps après, mettons une semaine ou 15 jours après, on a appris le décès de cette grande amie de ma mère. Effectivement. Et dans plein de circonstances, même anodines, par exemple, je recevais une lettre d'une amie que je n'avais pas vue ou dont je n'avais pas de nouvelles depuis 10 ans. Le jour même, ma mère me parlait de cette amie, vous voyez, d'avoir eu connaissance, donc la transmission de pensée marche. Elle avait vraiment une grande sensibilité à ce niveau-là. Bon, dans la famille, on disait qu'elle était médium. Ouais. Et moi, j'ai hérité un peu, mais beaucoup moins aussi, de ce genre de manifestation. Je vous parlais 3 semaines environ avant le dramatique incident de détour de New York. Oui. J'ai rêvé de Tours. Mais moi, je ne suis jamais allée en Amérique. Je ne savais même pas qu'il y avait des tours jumelles. J'ai vu de Tours et c'est un rêve qui m'a marqué pendant au moins 3 ou 4 jours. Je ne cessais de me dire, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je n'ai pas eu de message. Mais c'était comme si on voulait me transmettre quelque chose aussi, vous voyez. Mais revenons à ce qu'a vécu votre maman. Oui. Est-ce qu'elle vous disait, chaque matin vous alliez la voir évidemment. J'habitais à ce moment-là dans le même appartement. En fait, c'est elle qui était venue habiter dans mon appartement. Oui. Donc j'avais ma chambre. Elle dormait dans la chambre de son frère décédé quelques jours plus tard. Et pendant les 15 jours qui ont suivi les obsèques, elle a vu son frère assis au bout du lit. Ma grand-mère, c'était exactement la même chose, quelques jours avant son décès, alors qu'elle n'était pas en mauvaise santé. Bon, elle était très âgée et elle avait quelques problèmes de gêne respiratoire. Mais pendant 3 jours, tous les matins, à ce moment-là, je n'habitais pas chez ma grand-mère. Je venais la voir et elle me disait... Je lui disais, comment vas-tu, grand-mère? Un certain matin, elle me dit, figure-toi que Fernand, j'ai retrouvé le nom de mon grand-père, que Fernand était assis au pied de mon lit, exactement comme pour ma mère. Et alors, il te disait quelque chose? Non, il était assis, il restait un grand moment, bon. Elle le voyait comme s'il était réellement assis au pied de son lit, quoi. Elle me disait, il est au pied de mon lit, mais c'est comme pour ma mère, elle pouvait pas dire que il était comme ça, habillé comme ça, il avait bonne mine. Vous voyez, ce sont des choses... Oui. Ça se situe sur un autre plan, je pense. Pour ma grand-mère, ça s'est produit 3 jours. Et elle est décédée environ 5-6 jours après. D'accord. Donc, c'est comme si ces apparitions étaient venues lui délivrer une sorte de message, quoi. Voilà, ma grand-mère m'a d'ailleurs dit, je lui ai même dit, le 2e ou 3e matin, elle m'a dit, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que tu viens me chercher? Je suis très bien où je suis. Reste où tu es, moi je reste où je suis. Puis elle avait 96 ans, elle n'avait pas du tout envie de partir. Elle avait toute sa tête. Mais elle sentait que l'apparition chaque matin de son mari, de son défunt mari, assis sur le bord de son lit, venait lui dire, tu vas bientôt nous rejoindre en quelque sorte. Absolument, elle l'a compris comme ça, puisque ses propres paroles ont été, je lui ai dit, écoute, fiche-moi la paix, j'ai pas du tout envie d'aller avec toi, je suis très bien où je suis, reste où tu es toi-même. Et ça a duré 3 jours.
après, ça s'est terminé. Et quelques jours après, ma grand-mère est décédée, alors qu'on ne s'y attendait pas. Bon, à cet âge-là, elle avait depuis à peu près une dizaine de jours déjà une gêne respiratoire. Ce qui fait qu'on la maintenait au lit, mais assise. Calée dans ses oreillers. Et alors, un quart d'heure avant de mourir, elle me dit, j'étais à son chevet avec une amie. On bavardait gentiment. Elle avait une difficulté d'élocution quand même, mais on la comprenait très bien. Et un quart d'heure avant de mourir, je raconte ça à tous mes amis, c'est l'histoire de la famille. Elle me dit, tu connais la dernière chanson de Sylvie Vartan, c'est une merveille. Et elle s'est mise à chanter, ce soir je serai la plus belle pour aller danser. C'est joli. Un quart d'heure avant de mourir. C'est très joli. Mais également, son fils, là on parle de votre grand-mère, hein, donc il y a son défunt mari qui est apparu devant elle 3 matins durant, 3 matins de suite, assis au pied de son lit. Le 3e jour, elle me dit, Julien était avec lui. C'est son fils décédé à la guerre à 20 ans. D'accord. Verdun. Donc, elle a eu 2 apparitions le dernier jour, c'est-à-dire le 3e jour, son mari et son fils décédés lui aussi. Exactement. Et le fils n'est apparu que le dernier jour, le 3e jour. Ouais. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que autant pour votre maman qui a vu son frère assis sur le bord de son lit, autant votre grand-mère qui a vu son mari, son défunt mari et son défunt fils assis sur le bord de son lit, pareil, aucune des deux n'a été capable de vous dire comment il était habillé, comment... Non, pas du tout. Ils sont là. Ma mère, qui était un petit peu brusque, m'a dit... Enfin, pose pas des questions idiotes. Il était là, je le sais, et voilà, je le voyais, je le sentais. Et ma grand-mère m'a dit, on ne s'est pas perdu dans ces détails, si vous voulez, pour ma grand-mère. Fernand était assis au pied de mon lit. Une fois, 2 fois, et la 3e fois avec Julien, le fils décédé. Ça a été une tragédie, bien sûr. C'était à Verdun pendant la guerre de 14. Oui, ça a été un grand drame pour toute la France et pour toute l'Europe, effectivement. Mais ce qui est d'étonnant, c'est que aucun détail physique ni aucun détail vestimentaire, par exemple. Aucun. C'est comme si on sentait une présence, vous voyez. Mais catégorique, parce que vraiment... C'était évident, quoi. On m'envoyait promener quand je voulais des preuves. J'ai l'air de douter de sa bonne foi. Or, ma mère n'était pas croyante, parce que je vais vous raconter un petit peu là l'état d'esprit de ma mère. Quand ma mère a perdu son frère à la guerre, ce fameux Julien, et qu'elle a perdu dans l'année suivante de la grippe espagnole une sœur de 21 ans aussi, elle a dit c'est terminé, les histoires de bon Dieu et compagnie, je n'y crois plus, c'est enterré définitivement. Elle n'y est jamais revenue. Donc, vous voyez, on peut pas dire que ce soit une personne bigote, absolument en train de chercher des signes ou des apparitions. Pas du tout. C'est quelque chose qui lui a été imposé. Et alors, il y a une hérédité donc dans votre famille. Votre grand-mère avait une certaine sensibilité. Votre mère était considérée comme médium. Et vous-même avez quelques sensibilités. Avez-vous des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. D'accord, donc ça aurait pu continuer, quoi, on ne sait jamais. Ça aurait pu continuer, peut-être, oui. Je pense qu'on a nerveusement une hypersensibilité. D'ailleurs, nos médecins nous le disent. Hein. Ah, d'accord. On est comment dire, catalogué dans une médicalement. Je sais que ça a une. Vous êtes hypersensible, oui. Ce sont des gens qui hyper réagissent à tout. D'accord. Et qui captent tout beaucoup plus que les autres. Beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible. Voilà. Moi, cette histoire de tour, j'ai reconnu les tours quand j'ai vu après qu'elle s'effondrait, et avant qu'elle s'effondre à la télé, j'ai dit mais ce sont les tours de mon cauchemar. C'était pas un vrai cauchemar, c'était comme une impression insistante sur mon esprit pour me communiquer quelque chose. C'est un projet qui a dû être élaboré pendant des mois et des mois malheureusement par les responsables. J'ai dû capter quelque chose dans l'air. Vous voyez, pour moi, c'est pas tellement mystérieux d'ailleurs. C'est comme que je vous disais que j'étais un peu médium aussi. Ce sont des choses qui vous sont imposées. J'ai ma meilleure amie, un jour qui me dit, elle avait 55 ans à l'époque, et moi j'en avais 47. J'en ai 74 aujourd'hui, et qui me dit, j'ai acheté un nouveau manteau avec cape McFarlane, vous savez, ces capes à l'anglaise. Je vais te le montrer. Bon, on en a parlé toute la semaine, elle était dans l'enseignement, moi aussi. Le samedi, je vais chez elle, on goûte, et puis je lui dis, tu m'as pas montré ton manteau. Alors elle va à la place dans sa chambre, elle met son manteau, et elle
viens faire le mannequin devant moi. Ouais. J'étais assis sur le canapé, elle était en face de moi. J'ai commencé à avoir la vue trouble, des sueurs, comme un malaise. Vous voyez, je suis pas tombée dans les pommes, mais j'ai eu un vrai malaise, une impression sinistre. Bon, et puis ça s'est passé, voilà, on n'en a plus parlé. Et bien, le samedi suivant, elle est passée sous une voiture, elle est morte sous le coup. Elle avait ce fameux manteau que j'ai retrouvé en tas, tout ensanglanté dans sa chambre, après quand j'y suis allée avec d'autres amis pour faire quelques démarches. J'avais eu le pressentiment de quelque chose que je n'ai pas pu définir à l'époque. Bien sûr. Et j'ai eu un malaise très fort. Un autre cas, mon oncle aussi a eu un accident de voiture, il a reçu sa voiture sortait du garage, le garage était en pente, il n'a pas bien enserré le frein, il va ouvrir le portail, il se retourne, il voit la voiture qui dévale, il la reçoit en pleine poitrine. Il a survécu, pas trop mal, mais il a eu, je sais pas, peut-être 60 fractures. Ouais. Eh bien, quand ça s'est passé, j'ai eu aussi un pressentiment. Je n'ai pas vu la scène, rien du tout, mais j'ai eu un malaise par rapport à mon oncle. Oui, c'est vraiment une sensibilité familiale. Voilà, je crois, oui. Ouais. Merci beaucoup Camille, en tout cas, de nous avoir apporté ce témoignage. À très bientôt peut-être. Au revoir. Voilà, au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Pascal Catala, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis ravi de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange parce que vous êtes l'auteur d'un livre paru aux presses du Châtelet qui s'intitule Apparitions et maisons hantées, avec en sous-titre Réalité inquiétante ou fantasme, point d'interrogation. Avant de parler de votre livre, de rentrer dans le contenu de votre livre, une première réaction sur le témoignage de Camille que l'on a entendu il y a quelques minutes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que sa mère ou sa grand-mère ont été témoins d'apparitions selon vous? Alors vous savez, c'est toujours un exercice difficile de réagir à propos d'un témoignage, surtout que là, il n'y a pas eu d'enquête approfondie. Hein, oui, donc, oui. Mais disons que ce que je peux vous dire, c'est que ce type de témoignage est relativement fréquent. Hein. Ça n'est pas tellement connu, mais en fait, il y a des études qui ont montré qu'il y a au moins 50% des veufs ou des veuves, par exemple, Oui. qui disent avoir eu des apparitions de leur époux décédé peu après leur décès. Donc, c'est quand même relativement fréquent. 50%, c'est une veuve ou un veuf sur deux. Oui. Ce qui est énorme. C'est un grand chiffre. Ouais. Et les gens n'en parlent pas. Non, parce que bon, c'est vrai qu'en France, les histoires d'apparitions ou de fantômes, bon, en général, ne sont pas prises très au sérieux. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Donc, de ce fait, quand une personne est confrontée à un événement un peu exceptionnel de ce type, bon, elle se pose beaucoup de questions en général. Hein. Ouais. Souvent, elle est un peu déstabilisée parce que elle ne sait pas vraiment comment interpréter ce qu'elle voit ou ce qu'elle entend. Hein. Et bon, si ce qu'elle vit est un peu inquiétant, bon, elle voudrait bien en parler autour d'elle, mais elle a peur qu'on se moque d'elle ou qu'on la croie folle la plupart du temps. Hein. Donc les gens hésitent à en parler. Oui. Vous avez donc dans ce livre recensé plusieurs cas de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs, de maisons hantées ou d'apparitions, dont certains cas ont été largement étudiés par des scientifiques. Oui, c'est sûr, il y a eu des études très approfondies, des scientifiques sont venus avec des appareils de mesure, il y a eu des spécialistes d'électricité, de physique, etc. On a essayé de voir si ça pouvait être dû à des phénomènes simplement matériels, électriques, ou à des sources souterraines, du bois qui travaille, des choses comme ça. On a essayé d'éliminer un peu toutes les hypothèses les plus probables. Oui. Et puis, donc il y a eu des interviews, on a remarqué que souvent les phénomènes se centraient autour d'une personne, souvent un adolescent ou une adolescente, et donc on a essayé de faire des études psychologiques de ces personnes. Oui, souvent à la base il y a un mal-être. Oui, souvent. C'est sûr, c'est un adolescent qui est perturbé. Ouais. Pouvez-vous nous citer un cas ou deux que vous jugez particulièrement intéressant et significatif? Mais, par exemple, il y a le cas de Miami en 67 qui s'est produit dans un entrepôt. Et qui a été étudié par des scientifiques. Oui. Ouais. Et il
y a eu énormément de témoins. Il y a même des officiers de police qui sont venus constater les faits parce qu'il y avait beaucoup d'objets qui tombaient tout seuls et qui se brisaient. Ouais. Cet entrepôt, c'était devenu assez catastrophique pour le propriétaire. Et il y a eu énormément de témoins, des journalistes, des scientifiques, tous les employés de l'entrepôt, etc. Donc c'est un cas qui est vraiment largement documenté. Et semble-t-il, les phénomènes semblaient se centrer autour d'un jeune employé qui s'appelait Julio et qui avait des problèmes psychologiques. Ouais. Justement. Et alors, à partir de là, il y a eu une constatation de la production de ces phénomènes sans qu'on puisse en déceler l'origine. Mais disons qu'il y a eu énormément d'études, il y a eu des hypothèses, mais pour l'instant, nous n'avons pas les réponses définitives. On a des théories, mais on ne sait vraiment pas exactement à quoi attribuer ces phénomènes. Alors, vous dites on a des théories, c'est-à-dire que c'est la personne qui, de manière inconsciente et totalement involontaire, provoque ces phénomènes, sans même le vouloir, je le répète. Ça fait partie des théories ? Oui, par exemple, oui. L'action psychokinétique, donc... de déplacer les objets à distance, hein, c'est voilà. Ça. C'est une possibilité, parce qu'on sait qu'en laboratoire, on peut reproduire de tels phénomènes. Hein. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir des actions de psychokinèse, c'est-à-dire l'esprit sur la matière, Oui. et qui arrivent à, par exemple, influencer un générateur de nombres aléatoires, par exemple. Ça, c'est vraiment bien étudié et avéré. Oui. Et alors, ça, c'est une des théories, mais il y a d'autres théories, évidemment. Qu'en est-il de la théorie du fantôme ? Oui, alors, c'est ça. En général, on confond le phénomène lui-même et son interprétation. Oui. Donc, le phénomène, c'est par exemple une apparition lumineuse ou des bruits sans cause apparente, ou des objets qui se brisent, ou des portes qui claquent sans qu'il y ait du courant d'air. Bon. Oui. Ça, c'est le phénomène. Et puis, l'interprétation traditionnelle, ésotérique, si je puis dire, c'est qu'il s'agit du fantôme de l'oncle Ernest qui revient parce qu'il veut se venger, parce qu'on a mal exécuté ses dernières volontés, etc. Donc, ça, c'est l'interprétation habituelle. Mais, c'est une interprétation. Hein. Ce sont surtout les spirites qui ont... en général diffuser ce genre d'interprétation. Oui. Mais maintenant, on essaye de trouver plutôt des réponses au niveau des êtres vivants, plutôt que chez les esprits des morts sur lesquels on ne connaît rien. Et voilà. Hein. Oui. Mais par exemple, il y a un cas d'une famille qui a fait construire une maison. Ça s'est passé en Angleterre. Vous le racontez dans votre livre. Oui. Et le couple habite dans la maison et il y a des apparitions dans la maison, notamment un homme debout qui regarde par la fenêtre et qui regarde dans le jardin. La femme de maison le voit quand elle est dehors, elle le voit regarder par la fenêtre. Des scènes de bataille qui reviennent à la surface. Comment peut-on analyser ça ? Des scènes de bataille datant de l'époque romaine, si je me souviens bien. Oui. C'est très complexe. Hein, c'est très complexe. Alors il y a des hypothèses, par exemple, qui s'appellent la mémoire des pierres ou la mémoire des murs, qui disent qu'il y a certains lieux où qui enregistrent en fait les événements du passé. Comme une bande magnétique, quoi. Voilà, un peu. Bon, c'est une hypothèse assez simplificatrice. Hein. En général, elle est très contestée. Mais disons que ça... Grosso modo... ça paraît se produire comme ça, par moment. Enfin, ce sont des cas très rares, hein, très rares. Il y a eu, par exemple, des récits de batailles dans le ciel. Oui, alors, racontez-nous ce cas qui est absolument exceptionnel. Disons qu'il y en a eu plusieurs. On a signalé plusieurs batailles célestes. C'était des batailles qui réapparaissaient au niveau du ciel. Il y a même des cas où on a pu reconnaître certains officiers qui participaient à la bataille. Oui. Ça, c'est basé uniquement sur des témoignages. Oui, ce sont des cas très anciens, hein ? Des cas anciens, oui. Qui datent de quand, ça ? Il y a eu... Il y a plusieurs siècles, je crois, un siècle ou deux. 17e, voilà. Oui, c'est des cas anciens.
Mais c'est-à-dire que des gens, étant sur Terre, les pieds au sol, en levant le nez au ciel, voyaient comme une espèce de projection, quoi, de la bataille qui s'était déroulée sur le lieu même il y a plusieurs années. C'est ça. Oui. Mais en tant que scientifique, parce que vous êtes scientifique, vous êtes diplômé en psychologie et en informatique, vous faites partie du comité directeur de l'Institut Métapsychique International qui est basé à Paris. Comment envisagez-vous ces cas? Parce que c'est très particulier quand même comme domaine d'étude. C'est très particulier et vous savez, en France, il n'y a aucun crédit pour ce domaine de recherche. Donc, moi, ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est de recenser un peu toutes les études qui avaient été faites jusqu'à présent. Oui. Mais en France, actuellement, il n'y a pas de recherche sur ce style de phénomène. Voilà, donc c'est un peu difficile. Et je dirais que le problème aussi avec ce genre de phénomène, c'est qu'il n'y a pas, comme en Allemagne par exemple, des organismes qui accueillent le public qui est confronté à ce style d'événements un peu perturbants. D'ailleurs, vous consacrez un chapitre à ça. Que faire si jamais on est, j'allais dire victime, non, mais témoin d'apparitions ou de phénomènes anormaux, paranormaux dans une maison? Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'appels et on aimerait à l'Institut Métapsychique, on a un groupe d'étudiants qui essayent de monter un projet, notamment un étudiant très motivé qui va s'employer à le faire, je pense, puisqu'il fait un stage en Allemagne actuellement, car en Allemagne il y a c'est à Fribourg, hein, c'est ça? À Fribourg, il y a 2 organismes, l'un public et l'autre privé, qui s'occupent donc de l'accueil du public sur ce genre de choses. Ouais. Donc, on aimerait bien monter la même chose en France. Là, tous les cas qui sont recensés dans votre livre sont relativement anciens. Je veux dire, il n'y en a pas qui se soient produits ces 5 dernières années, par exemple. Pourquoi? Est-ce parce que il n'y a personne pour les recueillir et servir de réceptacle aux nouveaux cas? Est-ce que, par exemple, en Allemagne, ils ont des cas régulièrement? Oui, très régulièrement. Très régulièrement. Je pense que même Walter von Lucado, qui dirige donc le service public, parle d'un cas par semaine de poltergeist. Alors, c'est énorme. Bon, maintenant, ce n'est pas un cas enquêté comme celui, par exemple, de Rosenheim, le cas le plus célèbre qui a été étudié par Hans Bender en 67. Mais ce sont des cas où il y a beaucoup de manifestations quand même. Oui. Rappelez-nous brièvement ce qu'est justement ce cas de Rosenheim en Bavière. Alors, ça se passait dans l'étude d'un notaire et les phénomènes étaient centrés autour d'une jeune employée qui s'appelait Anne-Marie. Oui. Alors, c'était des choses tout à fait extravagantes. Il y avait des néons qui se déplaçaient, des lampes. Il y avait le tonnerre des photocopieuses qui sortaient, une armoire énorme qui a été déplacée. Une armoire, alors il faut le dire, une armoire de notaire pleine de dossiers. Et Dieu sait si c'est lourd. Très lourd. Et qui s'est déplacée, qui a fait un bond, je crois. Hein. Voilà. Enfin, un bond peut-être. Oui, je ne sais pas, mais qui a été déplacé. Ouais. Et ça a été photographié, ça a été filmé même, je crois. Hein. Alors, on a un film sur un tableau qui tournait en fait, mais c'est très très curieux parce que quand on regarde le film, on a l'impression qu'il passe d'une position à l'autre l'espace d'une ou 2 images, quoi. C'est très très bizarre. Ouais. Et ça, c'est des phénomènes qui ont été étudiés par des scientifiques et tout à fait encadrés. Oui. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon. Alors, peut-on employer finalement ce terme de croire lorsqu'on étudie comme vous des phénomènes d'apparition, de maisons hantées ou de poltergeist? Disons que nous, notre problématique n'est pas de croire, c'est d'étudier ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est là la grosse différence. Merci beaucoup en tout cas Pascal Catala, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis je rappelle le titre de votre livre, donc Apparitions et maisons hantées, réalité inquiétante ou fantasme, et c'est aux presses du Châtelet. Merci et bonsoir Pascal Catala. Bonsoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.
C'est terminé pour les aventuriers de l'étrange. On se retrouvera la semaine prochaine avec d'autres dossiers tout aussi passionnants, je l'espère. Je rappelle que, comme vous l'avez entendu avec le témoignage de Camille, je suis à la recherche de personnes qui ont vécu comme ça des phénomènes d'apparition. Vous m'appelez au 0826 300 300 en me laissant vos coordonnées ainsi que un bout de votre témoignage, de votre histoire, pour que je puisse ensuite vous recontacter, ou si vous voulez m'écrire, vous m'envoyez par mail un petit mot de votre part à étrange@sudradio.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio.